Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette deuxième et dernière journée, malheureusement, des rencontres internationales RS Santé de Toulouse. Vous le savez, hier, nous avons longuement évoqué les polluants réglementés, ceux qui ont le droit de nous faire du mal finalement. Aujourd'hui, nous allons beaucoup parler des polluants non réglementés, ceux qui ont le droit de faire du mal et pour lesquels on ne fait pas grand-chose. La journée sera divisée en deux, comme souvent. Durant cette matinée, nous allons parler de pesticides et de perturbateurs endocriniens que nous respirons. Et cet après-midi, nous allons évoquer les particules ultra fines et les carbones suies. Pour débuter sans plus attendre, je vais céder la parole à Dominique Potier. Dominique Potier, vous le connaissez sans doute, est député apparenté socialiste, je crois, de Meurthe-et-Moselle. Il est agriculteur bio. Il est considéré comme l'un des députés les plus assidus aux questions d'environnement. Dernièrement, il a été rapporteur d'une commission d'enquête qui répondra peut-être à la question que se posait hier dans sa conclusion Corinne Lepage. Pourquoi la France ne parvient-elle pas à atteindre ses objectifs en matière de phyto? Dominique Potier, la parole est à vous. Bien, mesdames et messieurs, merci pour l'invitation. C'est un véritable honneur que de pouvoir m'exprimer devant cette assemblée qui, à l'échelle nationale et internationale, essaye de faire un point complet sur les enjeux propres à l'air. Je ne suis pas un spécialiste des questions de l'air ni des pesticides dans l'air, mais par contre, la commande qui m'a été passée, je crois, est pertinente. C'est une mise en contexte de ce qui est de la contribution de l'agriculture ou non à l'assainissement de l'air, à une politique de santé publique. J'ai été l'auteur en 2014 d'un rapport au Premier ministre. C'était une commande passée sous Jean-Marc Ayrault et qui a été rendue à Manuel Valls et qui faisait un point sur l'échec depuis 2009, depuis le Grenelle de l'environnement, des politiques publiques éco-phyto, à leur incapacité à atteindre les objectifs. Il me tenait à cœur, près de 10 ans après, de faire un point d'étape. Et nous avons saisi l'opportunité d'une commission d'enquête. Et je remercie notre groupe qui m'a fait confiance pour user de son droit de tirage, pour explorer à nouveau cette politique publique et observer ce qui, pendant une décennie, les recommandations qui avaient été celles du rapport au Premier ministre de 2014 avaient été ou non suivies. Les motivations de cette commission d'enquête, qui a rendu ses rapports le 14 décembre, ont également été motivées non seulement par le constat d'un échec à atteindre l'incapacité de la France à atteindre ses objectifs, comme l'a rappelé Corinne Lepage hier, mais également par un autre phénomène que nous avons qualifié d'une offensive à caractère illibéral, de mise en cause des autorités scientifiques, de l'ANSES, de l'EFSA, des règlements européens, et plus largement d'une politique publique d'intérêt général, la politique éco-phyto et les politiques des ministères interministériels en la matière. Cette offensive, elle s'est traduite par des propositions de loi au Sénat qui visaient à mettre sous tutelle l'Agence nationale de sécurité sanitaire et qui ont été adoptées au Sénat. Elle a pris la forme, il y a un an, au dernier Salon international de l'agriculture, une offensive de la société civile, des organisations professionnelles très claires pour remettre en cause, dans le contexte de la guerre en Ukraine et du débat idéologique sur la souveraineté alimentaire, les normes environnementales. Dans cette offensive conservatrice et libérale, la première victime a été à l'échelle européenne le règlement SUR, qui visait à apporter un dispositif contraignant et mieux harmonisé à l'échelle européenne et qui devait succéder au plan antérieur en les consolidant. Ce règlement SUR, la présidence belge a essayé de le remettre à l'ordre du jour après un premier échec d'un vote au Parlement européen et il y a renoncé ces derniers jours sous la pression d'une crise agricole qui a pris la forme des manifestations que nous avons observées en France, mais également aux Pays-Bas, en Allemagne et dans d'autres pays européens depuis. Donc un recul sur la réglementation européenne, une mise en cause des dispositifs français. Il nous semblait que dans ce contexte, une commission d'enquête permettait de faire un point date complet. Nous avons produit un document de près de 400 pages qui est repéré aujourd'hui de façon assez unanime comme un élément de contexte, de référence qui permet de faire le point sur la situation, tant sur le plan scientifique des impacts des phytosanitaires, mais également d'explorer les causes profondes qui ont conduit à une forme d'incurie, à notre impuissance actuelle. Et nul n'est condamné à accepter, à concéder à l'impuissance publique. Donc nous faisons des propositions, nous en formulons exactement 26.
Je vous invite à prendre connaissance de ce rapport qui est sur le site de l'Assemblée nationale, mais également ça peut être sur le mien, sur mon site, ou on va en faire la publicité sur les réseaux sociaux. On a réalisé une synthèse qui prend la forme d'un document d'une dizaine de pages qui résume non seulement le diagnostic, mais qui également résume les 26 propositions et les met en perspective. Donc il y a un résumé et puis un rapport d'origine. Je vais vous en donner les grandes lignes à votre demande, puis je participerai à la table ronde pour répondre à des questions tout à l'heure. Le premier élément de ce rapport, c'est que le diagnostic est sans appel. Ce que nous savions en 2009, qui est confirmé en 2014 par le rapport que j'ai rendu au PM, est aggravé systématiquement dans tous les compartiments de la santé et de l'environnement. Je ne prends qu'un exemple, c'est l'étude de l'INSERM de 2013, l'étude collective, l'expertise collective menée par l'INSERM. Ses conclusions en 2021 augmentent l'incidence des prévalences, etc., sur les maladies dégénératives, etc. Je ne vais pas redire des choses que vous connaissez par cœur, mais l'impact sanitaire est non seulement confirmé, mais amplifié par la nouvelle expertise de l'INSERM. En matière d'environnement, toutes les études les plus récentes sonnent l'alerte, notamment sur l'effondrement de la biodiversité, celle du sol, celle de l'environnement, des écosystèmes au sens général. Ça se traduit notamment, un des signaux les plus mesurés, c'est l'effondrement des populations d'oiseaux. L'étude la plus récente est une étude allemande qui donne des chiffres absolument catastrophiques dans les plaines du nord de l'Allemagne. Mais des études internationales publiées en mai 2023 ont sonné l'alerte et ont ému dans la presse nationale. Donc effondrement de la biodiversité, c'est pas une nouveauté. Évidemment, impact sur l'eau, avec un phénomène d'accumulation qui est pointé sur l'eau, mais dans d'autres compartiments de l'environnement également, avec des phénomènes de stockage de métabolites sur des très longues durées, avec la permanence d'autres polluants, donc des phénomènes qui pourraient conduire, liés au stress hydrique, à des crises d'accès à des captages qui les rendraient impropres à la consommation humaine et qui seraient retirés, ce qui poserait des problèmes de coût social et de disponibilité sur des territoires ruraux pour à peu près un tiers du territoire national. Donc une alerte rouge sur les questions de l'eau. Et enfin, sur l'air, on pourrait dire sur l'air année zéro sur les pesticides, puisque là, je ne vais pas enfoncer des portes ouvertes, vous connaissez parfaitement ce sujet. Il y a tout le travail mené par les ASCA sur 176 points de mesure qui, au total, à l'échelle nationale, de façon consolidée, ont permis de mesurer l'impact, enfin la présence de près de 400 substances. Il y a le travail du CNEP qui a été fait, il y a le dispositif PREPA, mais tous ceux que nous avons auditionnés en la matière sur l'air nous disent nous sommes sur un compartiment quasiment inexploré. Nous pressentons simplement qu'il y a des choses à mesurer, mais nous n'avons pas les instruments de mesure. Si on compare air et eau, on peut dire que sur l'air, nous sommes quasiment au balbutiement d'une nouvelle politique. On pourrait dire politique de l'air et pesticides année zéro. Donc on a tous les éléments qui conduisent à mener une politique. Si on avait l'ambition d'avoir quelque chose d'équivalent à l'eau à terme, on en reparlait avec les responsables d'Atmo à l'instant, c'est de l'ordre de 5% du budget de l'Atmo qui devrait être mobilisé en plus, c'est de l'ordre de 3 millions d'euros. C'est quasiment rien à l'échelle nationale. Et ce qui est étonnant, c'est que les consolidations budgétaires que nous demandons dans le rapport pour l'AFSA, l'Agence de sécurité sanitaire européenne, ou pour l'ANSES, sont extrêmement modérées. Nous parlons au total d'entre 20 et 30 millions d'euros, ce qui est absolument minime en la matière, en termes de coûts de prévention, pour avoir non seulement des instruments de mesure, mais également de prévention et de mesures réglementaires qui nous servent de guide. Nous sommes sur des mesures budgétaires extrêmement faibles. Ça ne peut pas être un argument, vu les enjeux de coûts de réparation économisés que cela permettrait. Donc sur l'air, nous sommes à la veille. Il ne s'agit pas d'être alarmiste a priori. Il s'agit simplement de mesurer cette incompétence et de ne pas l'assumer et de la réparer. Les résultats à l'échelle nationale ne doivent pas être caricaturés uniquement par le chiffre des NODU qui, depuis 2009, n'a quasiment pas baissé. Nous étions à 82,5, nous sommes à 83 millions. Enfin bref, on a une stabilité du NODU. Il faut signaler, pour être crédible, les vraies avancées des plans éco-phyto et des politiques nationales. Elles reposent essentiellement sur le retrait des CMR1 et des CMR2, de façon très significative sur les CMR1, on est quasiment à 90%, on est à moitié pour les CMR2. Le dispositif est enclenché, il est massif. Il faut reconnaître qu'il est dû essentiellement au dispositif européen et national de retrait des molécules consolidé par la loi de 2014, Code de la santé publique, qui confère à l'ANSES une totale autonomie en la matière conformément au règlement européen. Et c'est justement ça qui est attaqué
par ceux qui veulent revenir sur ces dispositifs de contraintes environnementales et sanitaires de la production agricole. Et c'est tout l'objet du débat actuel qui est posé. Donc le progrès est lié non pas au plan éco-phyto de prévention, mais essentiellement à l'autonomie et au règlement européen, au travail de l'ANSES et de l'AFSA. Il faut rappeler que ce dispositif doit être consolidé. Nous proposons que sur les questions de mélange entre les substances et l'éco-formulant dans l'autorisation des produits, que la question de la prise en compte des impacts à long terme sur la biodiversité soit mieux documentée, que les sciences académiques de façon générale soient mieux intégrées par rapport à la science réglementaire dans les dispositifs d'évaluation. Et nous proposons que l'exposome, qui à mon avis reviendra dans le débat tout à l'heure, soit prise en compte dans cette logique One Health qui nous tient à cœur ici. Donc renforcement à partir d'un diagnostic d'une pression sur l'environnement de la santé majeure, renforcement de la principale arme qui a été les régimes d'autorisation fondés sur, et des retraits des molécules fondés sur la science et son autonomie. Quelques mots sur le dispositif de recherche et de développement. Il y a 10 ans, la recherche était balbutiante, elle est devenue massive. Il faut saluer les différents gouvernements qui ont enclenché des programmes de recherche importants. Nous avons aujourd'hui des solutions. Elles reposent pour partie sur ce qu'on appelle le technosolutionnisme, c'est la technologie du numérique, les biotechnologies du végétal, etc. Mais l'essentiel, moi je dirais dans une logique de 2 tiers, 1 tiers ou 80-20, elle repose sur des questions d'agronomie, sur une capacité à reconcevoir les systèmes de production. En gros, ils sont fondés sur la diversité, là où l'agrandissement des fermes et la dérégulation du marché foncier favorisent la concentration et la spécialisation. Il faut recréer de la biodiversité. Bref, c'est une reconception des systèmes qu'il nous faut envisager pour être à la hauteur de cette baisse et même, comme le dit l'INRAE et d'autres le poursuivre, avoir à l'horizon 2050 un horizon zéro chimie dans l'agriculture, ce qui ferait de la chimie finalement dans l'agriculture une parenthèse, 1950-2050, une utilisation de la chimie qui aurait joué son rôle dans nos sécurités alimentaires, mais à laquelle on pourrait substituer de la recherche agronomique, de la mise en pratique d'une palette de solutions qui nous permettent d'assurer à la fois autonomie alimentaire, contribution à la sécurité alimentaire mondiale dans des échanges justes et protection de l'environnement et de la santé publique. En matière d'économie, le rapport pointe les leviers qui doivent être mobilisés. Aujourd'hui, tous les signaux de marché sont contraires à l'obtention de résultats des différents plans éco-phyto. Je vais prendre simplement 2 exemples parce que le temps presse. 3. Aujourd'hui, en termes d'indicateurs sur les marchés, on a trouvé un chiffre, c'est la force des commissions d'enquête. On peut faire quelques investigations dans les ministères avec obligation de réponse. Il y a aujourd'hui, estimation basse, 1 euro d'argent public pour alimenter et nourrir l'imaginaire de nos concitoyens quand il y a 1 000 euros d'argent privé. Donc il y a un champ au moins de rééquilibrage à faire. Nous proposons de le rééquilibrer de 1 à 100. En social-démocrate, nous sommes dans la mesure. Donc on propose de ramener ce rapport de 1 à 100, 1 euro d'argent public pour 100 euros d'argent privé en matière d'alimentation et d'imaginaire. En matière de réglementation, nous avons déposé dans la crise agricole une proposition de résolution européenne qui indique le 0 pesticide importé dans tous les produits pour les produits et substances interdits dans l'Union européenne avec des modalités d'application pratiques. Donc il y a des solutions qui relèvent plutôt de l'Union européenne. Et sur le marché intérieur, se rappeler que nous sommes à 20% de l'objectif de la loi Egalim en matière de commande publique et que les leviers qui étaient les nôtres en la matière pour les signes de qualité et la bio n'ont pas été mobilisés. En matière de politique publique, nous sommes dans une immense injustice sur les près de 20 milliards consacrés à l'agriculture. Nous savons qu'aujourd'hui, 20% d'un certain modèle agricole capte, enfin plutôt un quart, pour prendre un chiffre plus arrondi, un quart de l'agriculture capte 2 tiers des ressources de la politique agricole commune. Et si nous ramenons au total des aides publiques avec la fiscalité, nous avons des indicateurs qui sont loin de consolider une autonomie en protéines, gage d'une diversification des rotations et de la diversité de la mosaïque paysagère. Nous sommes loin d'atteindre ces objectifs. Nous avons mesuré qu'à minima, 5% de la dépense publique, donc soit 1 milliard sur les 20 milliards engagés, fiscalité, PAC et mesures nationales, devait bouger pour consolider tous les vecteurs de la transition agroécologique que sont la bio, mais également HVE3, toutes les formes d'agroécologie, les MAEC, etc. Donc ce n'est pas hors de portée, c'est une question de volonté publique. Enfin, il faudrait piloter ce plan. Il me reste 2 minutes pour le dire. Je l'ai comparé de façon... la phrase a été reprise. Elle ne visait pas à stigmatiser quelconque, mais tout de même. Ecophyto, depuis maintenant 15 ans, c'est un petit peu comme un véhicule sans pilote
sur une route sans radar. Il y a un pilotage interministériel, donc même le délégué interministériel a dénoncé une forme d'incurie ou de vacances. Il y a peu de volonté politique exprimée dans la durée. Il y a une quasi-absence du ministère de la Santé. Moi, je me suis beaucoup étonné dans la mise en pause du plan Écophyto il y a quelques jours par le Premier ministre, du silence assourdissant du ministère de la Santé. Alors qu'un plan a échoué et que la menace sur la santé publique est majeure, le silence me paraît de la ministère de la Santé, et nous ne cesserons de la réinterroger en la matière. Je le ferai dès cet après-midi, après être rentré à Paris, en interrogeant le ministère de l'Agriculture sur son dialogue avec le ministère de la Santé avant de mettre le plan Écophyto sur pause. Nous sommes dans un moment de bascule, dans un moment de grande hésitation. Il est important que toutes les personnes, et je crois que vous en faites partie, qui sont des vigies, qui sont préoccupés de l'intérêt général, qui croient profondément qu'on peut à la fois nourrir et prendre soin de la santé humaine et prendre soin de notre planète, c'est-à-dire de sa capacité à nourrir le monde demain, doivent aujourd'hui se mobiliser pour élever la voix et faire entendre la voix, non pas du populisme, mais la voix de la science et de la démocratie. Cette voix est la seule qui peut nous amener à trouver les voies d'une agronomie, d'une agriculture à l'échelle locale et à l'échelle mondiale qui nous permettent de nourrir 10 milliards d'habitants en 2050 tout en protégeant les chances des générations futures de continuer à se nourrir et à se régénérer. C'est le sens de ce rapport qui se vit comme une contribution. Nous ne sommes pas des experts de l'air et des pesticides, mais ce point inconnu, cet angle mort que nous avons identifié, nous sert d'alerte. Nous devons muscler la puissance publique et mobiliser toute l'intelligence de la société civile pour atteindre nos fins. Plusieurs signes nous indiquent que c'est à notre portée et que c'est possible. Je vous remercie. Dominique Potier, si j'ai bien compris, l'une des clés de la transformation de l'agriculture que vous appelez de vos voeux, nous tous d'ailleurs aussi, c'est l'agronomie, c'est la science du sol. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les lycées agricoles, dans les écoles d'agronomes, il y a encore des profs qui sont capables d'expliquer l'écologie des sols, comment ça fonctionne et comment il faudrait lier la connaissance du sol aux pratiques agricoles? C'est jamais assez, mais je crois que franchement la question de l'agroécologie dans la recherche et dans la formation, c'est bien parti. Moi, je viens des lycées agricoles, je n'ai pas fait de grandes études, je fais des études professionnelles, j'étais paysan. Déjà, il y a longtemps, donc, il y a 40 ans, je peux témoigner que les questions d'agroécologie étaient prises en compte et que je vois la génération de nos enfants, etc., je trouve qu'il y a une nouvelle génération, les écoles d'ingénieurs, mais également les écoles des apprentissages sur les circuits professionnels, intègrent ces questions-là. La question, c'est qu'une fois qu'on est en situation professionnelle, si les indicateurs des aides publiques et du marché vous disent autre chose, à quoi sert ce bagage qui a été transmis? Donc, on n'en fait jamais assez en matière de recherche et de formation, mais si les indicateurs de marché et des aides publiques vous disent autre chose, si votre environnement professionnel, je prends un seul exemple, la décision malheureuse, et il y a beaucoup d'écologistes ici, j'imagine, donc la fausse bonne idée de séparer le conseil et la vente en matière de produits phyto a été un accident industriel. C'est-à-dire que ça a continué comme avant, en pire. Parce qu'on ne peut pas empêcher le lien entre les marchands de phyto et les paysans, c'est très simple, quoi. Donc c'est un accident. Et ça nous a privés de quelque chose que nous avions installé, qui était les certificats d'économie de phytosanitaire, qui, à l'instar des certificats d'économie d'énergie, auraient mis en mouvement la société civile dans son inventivité pour trouver des solutions alternatives. Bon, là, c'est un accident qui a fait beaucoup de dégâts. Il n'y a pas de continuum recherche-développement. Et le jeune agriculteur qui va s'installer demain, malgré son bagage, sa connaissance globalement d'un paquet de recherche très intéressant, malgré le bagage culturel qu'il aura acquis pendant sa formation, va se retrouver confronté à une quasi-absence de relais public à travers notamment les chambres d'agriculture pour l'accompagner dans une transition agroécologique trop faible, et d'autre part une injonction marchande qui ne sera pas elle-même guidée et orientée. Donc la réparation de ce continuum recherche-développement est un élément déterminant. À quoi sert d'avoir appris à l'école des choses si elles n'ont pas de relais en termes d'environnement, de savoir ultérieur, et qu'encore une fois tous les indicateurs de marché et d'aide publique vous donnent des messages contradictoires. Donc c'est pas ce qui renvoie à la formation nous distrait de l'essentiel. Dans votre région, on produit le vin le plus septentrional de France, le Gris de Toul. Est-ce que dans cet AOC, il y a beaucoup de bio? Alors,
Vous allez sourire parce que c'est un immense vignoble. Hein. C'est moins de 100 hectares. et qu'il soit connu jusqu'à Toulouse, j'avoue que c'est une émotion énorme pour moi. Merci. Je n'ai pas fait le déplacement pour rien. Je vous invite à le découvrir. Je crois qu'on est à 80% de conversion bio. Et ils sont une quinzaine de sociétés de production. Je les ai accompagnés comme président de communauté de communes, puis comme député. Leur sujet, c'était l'inquiétude des voisins en matière de volatilité des pesticides. Donc il y avait une angoisse. Et on s'est dit, est-ce qu'on va résister, convaincre, faire de la propagande, résister syndicalement? Et on a essayé de rentrer dans une logique de conversion, dialogue. Hein. Je peux vous dire que 10 ans après, chaque année, à l'Assemblée générale de l'AOP, ils me disaient que non seulement ils avaient arrêté les insecticides, mais qu'ils avaient arrêté les herbicides, etc., etc. Ils se sont pris au jeu, la plupart se sont convertis. C'est un très bel exemple de conversion, et aujourd'hui, ils en sont extrêmement fiers. Ouais, voilà. Et d'ailleurs, ils sont connus jusque Toulouse, donc c'est la preuve. Merci Dominique Potier. On vous retrouve tout à l'heure à la table ronde. Alors, ce sont les joies du direct. Nous avons un changement de programme ce matin. Benoît Biteau ne sera probablement pas avec nous. Donc, nous enchaînons tout de suite avec Fabrizio Botta de l'ANSES qui va nous faire un point sur la surveillance des pesticides dans l'air ambiant, voir ce que l'on fait et ce que l'on pourrait faire. Merci beaucoup Atmo Occitanie et à l'INERIS pour cette invitation. Et merci à M. Biteau, ça me laissera quelques minutes en plus pour cette présentation. Donc, je vais vous parler de la surveillance des pesticides dans l'air ambiant et le rôle de la France, qui est quand même pionnière en Europe sur ce sujet. Et je voudrais commencer effectivement, suite à la présentation de Dominique Potier, en disant que oui, c'est vrai que c'est un peu avec le sol, le compartiment environnemental le moins suivi, mais je vais vous surprendre, la thématique est quand même étudiée depuis un certain moment. Et c'est depuis 1962 quand est paru le livre de Rachel Carson, Le printemps silencieux, qu'on parle de pesticides dans l'air. Et tout de suite après, quelques années, suite aux bases aussi médiatiques de ce livre, vous avez les premières mesures de pesticides dans l'air aux États-Unis. Donc ça commence à faire presque 60 ans qu'on a des mesures de pesticides dans l'air. Et la première campagne de monitoring recensée dans plusieurs États aux États-Unis a été réalisée en 1976. On y retrouve déjà dans l'air des substances actives type le 2,4D qui sont toujours autorisées et ils sont toujours présents dans l'air, même s'il y a d'autres niveaux. Après 1965, la thématique est montée en puissance et on voit vraiment autour des années 2000 peut-être une amélioration des techniques analytiques, des techniques de prélèvement, mais on voit un bond en termes de nombre d'études publiées sur le sujet. Et ce qui est important, je reviens donc là au sujet France pionnière, c'est qu'au niveau de la recherche scientifique, au niveau de publication, la France est quand même le premier pays en Europe et il est juste derrière les États-Unis et deux autres pays en termes de volume de papier publié sur le sujet. Ensuite, si on doit se focaliser effectivement sur l'évolution de la mesure de pesticides dans l'air en France, vous voyez toujours un schéma assez classique, développement analytique par les universités, ensuite prise en charge par des instituts de recherche et élargissement de la mesure avec des campagnes au niveau plus large, régional ou national, et ensuite même des associations qui s'emparent du sujet et font elles-mêmes des mesures. Donc en France, vous avez les premières mesures de pesticides dans l'air datent de la fin des années 80 en Île-de-France avec des substances plutôt de POP. Et ensuite des méthodes multirésidus qui sont développées par l'Université de Strasbourg au milieu des années 90. Et toujours sur ce type d'échantillonneur plutôt classique, vous avez la première campagne nationale, même si c'était uniquement 3 points, effectuée par l'INRA à la fin des années 90 et publiée en 2000 par les équipes de Carole Bedos.
Vous voyez qu'ensuite, il y a la prise en compte de tout ça et le développement aussi de nouveaux outils avec des publications plus récentes et des études avec aussi d'autres instruments, des échantillonneurs passifs, jusqu'aux dernières années où même des associations comme Génération Future ont réalisé des études, le dernier publié à mi-janvier. Donc vous voyez que la thématique prend de plus en plus d'ampleur. Vous voyez que dans tout ça, c'est volontaire, j'ai oublié volontairement l'acteur principal de la mesure de pesticides dans l'air en France. Et cet acteur entre en jeu à partir de 2001. Et ce sont les ASCA. Et tout d'abord, c'est une ASCA qui commence une surveillance dans sa région, c'est l'IGER, et les autres, ils vont suivre dans les années suivantes. Vous voyez ici que c'est une extraction de la base des ADMO qui s'appelle la base FIT-ADMO. Vous voyez le nombre de mesures au début des années 2000 tourne autour de 10 000 mesures par an. Mais après, vous avez, à partir des années 2010, suite effectivement aussi à des plans nationaux, qu'ils soient Ecophyto ou le PNSE2, avec des financements pour incrémenter la mesure de pesticides dans l'air, vous voyez une augmentation forte des analyses. Jusqu'à 2015, où il y a un autre acteur qui rentre en jeu, donc là c'est notre dispositif de l'ANSES, la phytopharmacovigilance, qui est créée en 2015 et que lance des travaux de priorisation et il s'empare de la problématique de pesticides dans l'air. Et il fait un constat en 2017, publié un rapport, qu'il y a besoin de faire une mesure, une campagne nationale, parce qu'il y a plusieurs limites à cette surveillance qui est déjà très riche, mais reste au niveau régional, comme vous voyez dans la carte. Il n'y a pas les mêmes méthodes analytiques qui sont déployées sur tout le territoire de manière homogène. Il n'y a pas les mêmes substances suivies, etc., etc. Donc, il y a globalement un manque d'une photographie homogène au niveau national à ce stade-là. Ce qui conduit donc l'ANSES, les SQA INERIS et surtout les ASCA sur le terrain à mettre en place cette campagne qui s'est déroulée entre 2018 et 2019 et a permis de suivre au niveau national sur 50 sites. Ça peut sembler pas beaucoup, mais c'était pour l'époque une grande avancée, la mesure de 75 substances, donc pour la première fois des mesures de glyphosate dans l'air, substance très connue médiatiquement, et aussi de couvrir plusieurs types de sites, plusieurs profils agricoles, avec des mesures plutôt en situation de fond, c'est-à-dire pas en proximité de parcelles, mais plutôt à partir de 100 mètres jusqu'à quelques kilomètres. Et avec une harmonisation de méthode, j'ai dit une chose toute simple, une substance est mesurée de la même manière au niveau national avec les mêmes performances analytiques, donc c'est comparable. Et la France est un des premiers pays à faire ce type d'exercice avec certaines régions en Europe. La Wallonie l'a fait la même année avec l'étude Expo-Pesten. Et là, on parlait de 10 000, 20 000 données. On a en une seule année la production par les ASCA de 100 000 données qui sont bancarisées et avec une qualité métrologique assurée par les SQA INERIS. Donc, il y a des résultats confirmatoires et d'autres résultats plutôt inédits. Vous avez quand même la plupart des substances, et ça c'est plutôt rassurant, et sont retrouvées à des fréquences de quantification inférieures à 10%. Par contre, il y a quand même certaines substances qu'on retrouve partout au niveau national, partout selon les profils agricoles, et quand même à des fréquences de quantification sur l'année assez importantes. Donc sur cela, j'y reviendrai plus tard. Et surtout, vous avez des substances qui sont interdites depuis 20 ans en tant que phyto et depuis 15 ans en tant que biocide et qu'on continue à retrouver comme le Landan sur 4 échantillons sur 5. Donc, même s'il y a des concentrations assez basses, c'est quand même un signal qu'il faut retenir et peut-être investiguer au-delà pour des aspects vraiment d'exposition de la population française. Vous avez des substances donc quantifiées pour la première fois, ça c'est très intéressant, donc le glyphosate, et vous avez la possibilité effectivement de voir l'évolution qui soit selon les profils agricoles, certains profils avec des concentrations beaucoup plus élevées, la viticulture, les grandes cultures par rapport à l'arboriculture ou d'autres, et une évolution aussi annuelle. Tout ça
pour arriver toujours à la même question, oui, il y a des concentrations de l'air, mais est-ce que c'est grave, docteur? Est-ce qu'on a des valeurs auxquelles on peut comparer cela? À ce stade-là, on n'en avait pas, on n'en a toujours pas, mais l'ANSES a essayé de répondre déjà en partie à cette question et a mis en place une interprétation sanitaire du premier niveau qui n'est pas robuste comme une évaluation de risque, mais qui permet déjà, selon une approche, d'établir s'il y a vraiment une alerte au niveau de certaines substances et en deuxième temps, de voir aussi s'il y a des substances sur lesquelles il faut renforcer la surveillance et insister. Et ce type de travail a été réalisé dans un temps relativement court, mais avec des experts ad hoc, avec plusieurs compétences en métrologie, en toxicologie, en expologie, en évaluation des risques, et avec les comités d'experts de l'ANSES. Donc, si je rentre dans les détails, pour les substances qui ont été détectées au moins une fois dans l'air, il y a 2 approches qui ont été mises en place. Un premier pour estimer les risques, avoir une première indication de l'estimation des risques via l'air, et cela a été fait en calculant des doses journalières d'exposition via l'air avec des pires cas. Par exemple, en supposant qu'une personne passait 24 heures sur 24 à l'extérieur, on prenait les concentrations les plus élevées et on se mettait aussi dans des pires cas sur d'autres facteurs. Et une deuxième approche, plutôt pour identifier sur des critères là de danger intrinsèque des substances et avec l'autre indicateur, pas les concentrations, mais l'indicateur fréquence de quantification, voir s'il y avait des substances pour lesquelles il fallait insister dans la surveillance et acquérir de nouvelles connaissances. Très important pour cette deuxième approche, on s'est mis dans une configuration hors contexte réglementaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on a pris des classifications qui ne sont pas forcément celles des organisations et des organismes européens, tels que l'ECA et l'EFSA, mais on s'est mis là aussi dans un pire cas. Exemple du glyphosate, on a pris la classification du CIRC. Pour d'autres substances, on a pris, pour le critère perturbateur endocrinien, les listes de la Commission européenne, que ce n'est pas forcément en adéquation avec le règlement 2018 sur l'évaluation du caractère perturbateur endocrinien des phytos. Donc, cela conduit à 2 résultats, bien évidemment, comme on avait 2 approches. Le premier montre que la première estimation des ratios doses journalières d'exposition sur vétérinaire est faible, même si des limites sont mises en avant, comme le manque de toxicité par voie respiratoire. C'est des extrapolations à partir de la voie orale. Certaines VTR sont très anciennes. Comme vous le savez, si la substance n'est plus approuvée, il n'y a plus une demande d'industriel de fournir des données. Et donc, on est sur des limites, là aussi. Et troisième limite, on est, oui, dans un pire cas, situation de fond, mais c'est des mesures, comme je dis, à plusieurs centaines, voire kilomètres. On ne sait pas effectivement à des distances plus proches ce qui peut se passer. Cependant, tout ça a conduit le ministère à inscrire dans le prépa la demande que l'ANSES évalue la faisabilité, qu'il fasse un état de l'art, évalue la faisabilité d'établir de VTR pour une liste restante de substances. Concernant la deuxième approche, cela a permis d'établir une liste de 32 substances à suivre prioritairement dans l'air. Et cela conduit ensuite le ministère, les ASCA et les SQA à mettre en place une surveillance pérenne qui court toujours depuis juillet 2021. Donc il y a quand même 18 sites qui en France sont mesurés régulièrement et ils ont vocation à l'être à l'avenir. Donc, qu'est-ce qui n'est par contre des populations spécifiques, notamment les riverains de parcelles agricoles? Donc, ce rapport, cette commission d'enquête a justement fait ressortir qu'il y avait cette problématique aussi. Et comme indiqué dans une audition au mois de novembre, effectivement, il y a une étude qui est en cours, c'est l'étude Pestirive, financée par des crédits Ecofito de plus, et qui vise effectivement à identifier toutes les sources d'exposition des riverains des zones viticoles.
Donc, comment ça se passe concrètement? L'idée, c'est de décrire l'exposition aux produits phyto des personnes vivant près des vignes et des personnes qui sont éloignées des zones viticoles, avec certaines zones en France et certaines populations. Il y a eu une enquête sur autour de 2000 individus, adultes et enfants, ce qui est assez conséquent. Et c'est une étude pilotée par SPF et par l'ANSES avec la contribution pour l'air des ASCA et de l'SSQA. Donc là, 5 questions auxquelles on va essayer de répondre. Est-ce que les riverains des zones viticoles sont plus exposés des personnes vivant loin loin des cultures? Quel est effectivement l'autre problème? C'est quels sont les facteurs associés à cette exposition? Quel est l'effet de la distance par rapport aux parcelles? Là, on est sur des distances plus courtes, on le verra dans la diapo suivante. Comment va évoluer cette exposition au cours de l'année? Et troisième et dernier point, le 5e, quels sont les liens entre les différentes voies d'exposition? Dans la diapo suivante, je vous présente l'air ambiant, mais il y a des mesures d'imprégnation, urine, cheveux, il y a des mesures de l'air intérieur, des poussières, des aliments autoproduits. C'est vraiment tout un panel d'exposition qui a été étudié. Donc, l'étude de terrain s'est déroulée entre novembre 2021 et septembre 2022. Vous avez là une première campagne qui a été réalisée hors période de traitement en zone viticole sur la période novembre-février et une deuxième sur la période de traitement de vigne entre mars et septembre. Je ne l'ai pas dit là, mais il y a eu aussi tout un volet pratique agricole, rapprochement des chambres d'agriculture, des instituts techniques de la vigne, qui a permis aussi d'avoir une appréciation assez fine des pratiques, des substances utilisées, des doses, ce qui permettra effectivement d'être plus précis dans l'analyse des résultats. Donc, il y a des sites proches des vignes, inférieurs à 70 mètres des parcelles, et des sites éloignés, et il y a environ 40 substances mesurées dans l'air. Donc, les résultats sont prévus pour mi-2025, et il y aura aussi une restitution aux parties prenantes et aux individus ayant participé à l'enquête. Pour conclure, comment la phytopharmacovigilance utilise ces données de surveillance des pesticides dans l'air produites déjà, parce que je ne l'ai pas dit, en parallèle de la surveillance pérenne nationale, les ASCA continuent la surveillance régionale et ils le font remonter à l'ANSES régulièrement tous les ans, en parallèle de la surveillance nationale. Donc, comment nous, on s'est saisi de ces données? Eh bien, déjà, on les intègre dans les fiches de phytopharmacovigilance, qui sont des fiches qui apportent des connaissances qui sont intégrées au processus d'évaluation des produits après la réapprobation des substances au niveau européen. Et deuxième point, et là je conclue sur cette diapo, vous voyez ici un cas très intéressant qui est un peu un cas d'étude sur lequel on est aussi fier pour montrer l'impact de la phytopharmacovigilance, qui est un dispositif unique en Europe. Effectivement, nous avons observé le dépassement des limites réglementaires LMR dans les denrées des produits non cibles de cette substance. C'est-à-dire que dans les pommes où le prosulfocarbe n'est pas appliqué, on a retrouvé des dépassements de cette valeur et donc avec un impact économique. Les agriculteurs ne pouvaient pas plus vendre ces pommes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons fait une étude pour comprendre d'où venait cette contamination et c'est là que les données dans l'air ont été très importantes parce qu'ils ont pu montrer qu'il y avait un effet de dérive à partir de parcelles de pommes de terre où le prosulfocarbe était appliqué. Nous avons fait aussi une évaluation de risque et nous avons constaté qu'il n'y avait aucun risque sanitaire. Par contre, l'impact économique était très important aussi sur d'autres cultures, ce qui a conduit l'ANSES et les ministères à mettre en place des mesures de gestion. Mais après, ces mesures de gestion mises en place en 2018, on a continué à observer l'impact de ces mesures de gestion. Eh bien, à travers la CNEP et à travers les mesures régionales des ASCA, nous avons pu constater que ces mesures de gestion n'étaient pas suffisantes. Les substances, pas seulement ont continué à la retrouver, mais même un pic record a été constaté sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine en 2021, ce qui a poussé l'agence à réappliquer la méthode que je vous ai expliquée précédemment, la première approche de la CNEP, et on a montré qu'il n'y avait pas de risque par voie respiratoire sur ce qui est plutôt la partie volatilisée dans une première approche.
Cela n'était pas suffisant. On a donc réévalué les produits qui contenaient du prosulfocarbe avec plutôt une approche réglementaire, là, avec plutôt la voie d'exposition aussi cutanée. Et les résultats montrent effectivement qu'il y a, suite à cette évaluation, l'ANSES ne peut pas exclure pour une exposition par voie cutanée principalement et pour le scénario enfant, se trouvant à moins de 10 mètres de distance de la culture lors du traitement en prosulfocarbe, qu'il y ait un risque. Donc, nouvelles mesures de gestion mises en place avec des très fortes réductions de doses en 2023, à l'automne. Et là, les industriels ont 1 an de temps pour fournir des études complémentaires. Et s'ils ne les fournissent pas ou ils ne sont pas concluants, le produit sera très probablement arrêté en 2024. Voilà, je vous remercie beaucoup et le cercle montre l'importance de disposer de données dans l'air si on veut arriver à ces mesures de gestion. Et je vous remercie. Merci Fabrizio Botta. Nous avons peut-être récupéré le député Bito. Et je suis là. Bonjour Benoît Bito. J'étais là quand vous avez lancé Monsieur Botta. J'étais déjà là, même si vous aviez peut-être pas l'info. Mais c'est pas très grave. Bonjour à tous. Merci de votre invitation. Donc, je vais peut-être m'appuyer d'abord sur ce que je viens d'entendre de la part de l'ANSES et peut-être saluer effectivement l'intérêt de la connaissance de ces études de la qualité de l'air qui permet d'identifier auxquelles molécules on est exposé et peut-être attirer l'attention sur les biais d'une analyse où on cloisonne la toxicité, le profil toxicologique des molécules les unes à côté des autres. C'est un des biais, à mon avis, de la réglementation. C'est l'objet d'ailleurs d'un combat qu'on est en train d'engager pour essayer de faire évoluer la réglementation à l'échelon européen sur la présence de pesticides dans l'air ou dans l'eau d'ailleurs, et dans notre environnement globalement, avec la coalition Secret Toxique. C'est-à-dire que à évaluer la toxicité par rapport à l'exposition de façon cloisonnée à telle ou telle molécule, on installe un biais majeur, c'est le biais du manque d'évaluation de l'effet toxique. C'est-à-dire que, et ça a été dit par Monsieur Botta, c'est que on a tendance à évaluer le profil toxicologique de chacune des molécules les unes à côté des autres, d'additionner et dans une sorte de modélisation, essayer de regarder quelle pourrait être la conséquence pour les êtres humains de l'exposition à ces molécules. En vérité, on néglige le fait de l'effet cocktail, de l'effet synergique que peuvent avoir les molécules quand elles sont dans le même espace, dans le même environnement. Et en l'occurrence, là, on parle de l'air, et moi, j'associe souvent l'eau, puisque dans ces deux environnements-là, qui sont des environnements vitaux, hein, on respire de l'air à chaque instant, on boit de l'eau tous les jours, eh bien, cet effet cocktail est très, très mal évalué. Autre sujet dans l'évaluation des risques aux pesticides dans notre environnement, c'est l'exposition dans la durée. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de données qui nous expliquent les risques des pesticides à une exposition immédiate. Excusez-moi, à une exposition immédiate qui fait que on a un profil toxicologique où tout de suite on observe, suite à l'exposition, des conséquences. Souvent, ce qui manque dans ces évaluations, c'est l'évaluation dans la durée, donc une exposition récurrente, permanente, même à faible dose, qui font qu'on a aussi des conséquences. Et ça, c'est quand même un gros trou dans la raquette. Et l'ANSES, l'EFSA, reconnaît qu'il n'y a pas de réelle évaluation dans la durée à l'exposition, même à faible dose, pour les êtres humains et les mammifères globalement. Donc ça, c'est un autre trou dans la raquette qui est quand même pas mince.
Dernier sujet, et après je changerai de répertoire, mais dernier sujet, c'est le manque de connaissances et d'évaluation des métabolites de décomposition. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de données sur la molécule mère, la molécule de base, qui est utilisée pour ses qualités herbicides, fongicides ou insecticides, mais on a souvent, surtout dans les molécules modernes, très très rapidement l'observation de la décomposition de la molécule de base avec des métabolites de décomposition, et l'évaluation de la toxicité des métabolites de décomposition commence juste à émerger, mais on a très peu de données sur cette toxicité, et dans l'émergence de ces connaissances, on se rend compte qu'on a des métabolites de décomposition qui peuvent être beaucoup plus toxiques que la molécule d'origine, et donc ça pose un vrai problème. Et dernier sujet sur ce phénomène métabolite et effet cocktail du coup, c'est que même si on voulait évaluer l'effet cocktail de plusieurs molécules présentes dans le même environnement, que ce soit l'air ou l'eau, on n'a pas d'évaluation du tout de l'effet cocktail des produits de base, donc de la molécule de base, des métabolites qui sont issus de ces molécules-là, et de ce qu'on appelle les coformulants, les surfactants qui sont associés aux produits commerciaux. C'est-à-dire qu'en vérité, quand on évalue ou quand on met en marché une molécule active, elle n'est jamais commercialisée seule. Si je prends l'exemple du glyphosate, qui est la molécule très connue, vous n'avez jamais trouvé un bidon de glyphosate seul. Il est au moins associé à 7 ou 8 autres molécules dans la spécialité commerciale qui amplifient l'effet cocktail dont je vous parlais tout à l'heure, et qui, pour certaines, sont des molécules extrêmement toxiques, au-delà de la molécule elle-même. Et donc, on a trop peu de recul sur la connaissance des produits commerciaux tels qu'ils sont utilisés dans la vraie vie par les agriculteurs qui les utilisent. Donc, on a encore beaucoup de trous dans la raquette, et c'est l'intérêt de Secret Toxique, c'est de saisir la Commission européenne pour faire évoluer cette réglementation et faire en sorte que cette réglementation intègre dans sa prochaine mouture cet effet cocktail, ce phénomène d'exposition dans la durée, qui sont quand même des sujets extrêmement importants quand on parle de santé publique. Illustrer ça par ce qui se passe, et je change de répertoire, je vous l'avais dit, ce qui se passe près de chez moi, dans la plaine d'Aunis, où des suivis de qualité de l'air semblent montrer qu'il y a un effet évident entre l'émergence d'un cluster de cancer pédiatrique sur la plaine d'Aunis à La Rochelle et la présence d'un certain nombre de molécules dans l'air de cette plaine d'Aunis, qui est une plaine céréalière. Alors, les molécules qu'on retrouve, c'est des molécules classiques, qui sont des molécules très souvent recensées dans ces inventaires de qualité de l'air ou de qualité de l'eau. C'est S-métolachlore, c'est chlortoluron, c'est prosulfocarbe qui a été évoqué, dont la particularité et la volatilité de cette molécule prosulfocarbe, qu'on trouve d'ailleurs sur des productions agricoles, mais ça a été dit par M. Botta, des productions agricoles qui n'en utilisent absolument pas, et l'exemple des pommes est un très très bon exemple. On voit des vergers contaminés par du prosulfocarbe en raison de sa grande volatilité, qui, au-delà de rendre impropre à la consommation des pommes, peuvent même entraîner des avortements des vergers, et donc des pertes sèches de production pour les producteurs. On a quelques cas en France. Je connais un cas en Ille-et-Vilaine, par exemple, où la présence de prosulfocarbe sur le verger, alors que l'arboriculteur n'en utilise absolument pas. Il est d'ailleurs certifié en agriculture biologique. C'est une des conséquences. Il a perdu sa certification à l'agriculture biologique parce que le prosulfocarbe utilisé à quelques centaines de mètres de son verger a contaminé son verger. Donc, non seulement il a une perte sèche parce qu'il ne peut pas vendre ses pommes, mais en plus, il doit subir une reconversion de son verger, puisque l'organisme certificateur a déconverti son verger parce que les teneurs en prosulfocarbe étaient trop élevées dans son verger, et donc plus compatibles avec la certification AB de son verger. Donc ça a des conséquences extrêmement sérieuses, y compris sur l'économie agricole. Mais je reviens sur la plaine d'Aunis, où là, on a, grâce
grâce donc aux études d'Atmo, hein, qui montrent la présence de molécules extrêmement dangereuses dans l'atmosphère. Les épidémiologistes de l'INSERM ont très clairement fait un lien entre la présence de ces pesticides et l'émergence de ce cluster de cancer pédiatrique dans la plaine d'Aunis, ce qui nous invite quand même à se poser la question de est-ce qu'on peut continuer comme ça au motif d'économie et continuer de mettre en péril la santé d'enfants qui contractent des cancers dans des proportions assez importantes et ne pas explorer d'autres pistes de développement de l'agriculture pour essayer de préserver la santé des riverains. D'ailleurs, Pestirive, hein, qui a été mis en avant par M. Botta, est aussi une étude intéressante qui montre à quel point les riverains de zones viticoles où on utilise beaucoup de pesticides peuvent être exposés à des pesticides qui sont loin d'être anodins pour notre santé. Pour essayer de terminer sur une note un peu positive, c'est quand même relater l'expérience du CNRS de Chizé qui, sur une zone atelier céréalière, donc en Deux-Sèvres, sur plusieurs milliers d'hectares et qui concerne plusieurs centaines d'agriculteurs et qui donc n'est pas une expérimentation confinée à quelques milliers de mètres carrés. On est vraiment sur une expérimentation grandeur réelle dont l'objectif était de montrer pour essayer de coller aux objectifs d'Ecofito. Alors, ça ne vous a pas échappé qu'Ecofito, c'était plus une priorité de ce gouvernement, mais pourtant, on devrait peut-être essayer de regarder ce que permettrait Ecofito, parce que sur cette zone atelier, précisément, le CNRS, avec ses agriculteurs, avec plusieurs centaines d'agriculteurs sur plusieurs milliers d'hectares, a enclenché, il y a presque 15 ans maintenant, une réduction de 50% des pesticides. Et le constat est assez encourageant, en vérité, parce que en réduisant de 50% des pesticides, le premier constat fait par cette zone atelier à Chizay, c'est que en réduisant de 50% l'utilisation des pesticides, on n'a aucune baisse de productivité. Je répète pour ceux qui douteraient, 50% de pesticides en moins, aucune baisse de productivité. C'est même plutôt l'inverse, c'est-à-dire que l'usage massif de pesticides peuvent parfois écrêter la productivité des cultures. Là, on observerait plutôt une augmentation de la productivité. Alors, est-ce que c'est moins de phytotoxicité? Est-ce que c'est davantage de biodiversité qui participe à l'amélioration de la productivité? Toujours est-il que réduire de 50% n'impacte pas du tout la productivité hectare, c'est même plutôt l'inverse. Sauf qu'en réduisant de 50% l'utilisation des pesticides, on impacte très favorablement la rentabilité de ces productions, puisque la moyenne observée d'augmentation de rentabilité sur cette zone où on a réduit de 50% les pesticides est de l'ordre de 200 € par hectare et par an en moyenne. Donc c'est la preuve qu'on peut parfaitement enclencher sans menacer la productivité, sans menacer la souveraineté alimentaire, une baisse assez importante de l'utilisation des pesticides en agriculture, sans forcément, donc, comme je le disais, impacter la productivité et la souveraineté alimentaire, tout en étant une mesure économique pour l'agriculteur, puisque 200 € par hectare et par an, c'est quand même pas négligeable, dans un contexte où les agriculteurs manifestent un petit peu dans la rue, j'imagine que ça ne vous a pas échappé, où le principal motif de ces manifestations, c'est des revendications de revenus, eh bien 200 € par hectare et par an sur une structure céréalière moyenne, comme on en constate beaucoup en France, d'une centaine d'hectares, c'est un gain de rentabilité, donc de revenus pour l'agriculteur de 20 000 € par an, ce qui est quand même pas négligeable. Donc voilà, on a quand même des pistes encourageantes qui doivent nous inciter à finalement étudier, explorer avec davantage d'objectivité l'intérêt de réduire les pesticides. Et pour rebondir sur ce que disait Dominique Potier, que j'ai entendu dans sa conclusion, le constat aussi que ces agriculteurs qui s'engagent sur des réductions de pesticides, voire des arrêts de pesticides, trouvent aussi une satisfaction pour eux-mêmes, qui est peut-être plus subjective, moins facile à quantifier, mais de satisfaction de voir revenir de la biodiversité dans leurs parcelles, dans un contexte où on associe la disparition de 60% des oiseaux de plaine à l'utilisation des pesticides en agriculture, de 70% des insectes volants. Eh bien, ces agriculteurs
qui réduisent ou arrêtent l'utilisation des pesticides se satisfont aussi de cette nouvelle façon d'envisager la production, où la biodiversité revient, où la relation avec les riverains est beaucoup plus simple, beaucoup plus apaisée, voire beaucoup plus respectueuse, voire même il y a une forme de reconnaissance de ces agriculteurs, pour ces agriculteurs pardon, qui cessent d'utiliser ou réduisent d'utiliser les pesticides. Donc, en vérité, quand on essaie de préserver la qualité de l'air ou la qualité de l'eau, qu'on peut s'appuyer sur des données objectives pour montrer que quand on utilise beaucoup moins de pesticides, eh bien, on peut véritablement allumer des cercles vertueux qui permettent de réconcilier l'homme et la nature, qui permettent de réconcilier les hommes et les femmes entre eux sur le sujet des pesticides, et donc de combler ce fossé qui existe malheureusement entre le monde agricole et le reste de la société. Et ça correspond à des attentes sociétales, à des attentes citoyennes. Moi, ce que je constate à l'échelon européen, c'est qu'on a des pétitions officielles qu'on appelle des initiatives citoyennes européennes, qui sont des pétitions officielles, qui, quand elles recueillent plus d'1 million de signatures réparties dans 7 États membres, exigent de la part de la Commission européenne que les attentes des pétitionnaires de ces pétitions officielles soient intégrées dans les réglementations à venir. Eh bien, aujourd'hui, à l'échelon de l'Union européenne, on dispose de 8 ICE, et sur les 8 ICE, 5 parlent d'agriculture, d'alimentation et de pesticides. C'est dire si c'est des attentes fortes de la société civile, c'est des attentes fortes qu'on doit intégrer dans les réglementations européennes, et ce n'est pas des règlements qui vont, comme certains ont tendance à vouloir le comprendre, qui vont imposer des contraintes supplémentaires, mais c'est bien des réglementations qui permettent à l'agriculture de se réinventer pour coller aux attentes sociétales, mais aussi sortir de la mauvaise ornière dans laquelle elle est enlisée, notamment sur le terrain économique. Et je vous dis ça le lendemain de l'annonce par Madame la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, de sa volonté de ne pas avancer sur une réglementation de l'utilisation des pesticides. Et je vois le compteur qui clignote, et je conclus là-dessus, et je regrette, c'est un avis très personnel, mais je regrette que sous la pression des lobbies des pesticides, la présidente de la Commission ait cédé à ces pressions des lobbies pour abandonner une réglementation de réduction de l'utilisation des pesticides. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci Benoît Biteau. Vous évoquiez avec raison la grande attente des citoyens de l'Union européenne pour que l'on régule un peu plus encore les pesticides et qu'on réduise leur présence dans l'air ambiant. Comment expliquez-vous, vous à titre personnel, le retrait par la présidente de la Commission du projet de texte? Ce sont les lobbies, c'est un accord politique pris avec certains chefs d'État ou de gouvernement pour favoriser sa réélection, ou il y a encore d'autres hypothèses? Alors, oui, je vais vous donner mon analyse, qui est une analyse très personnelle, mais ça ne vous a pas échappé qu'on était en campagne électorale, qu'on a des élections européennes effectivement le 9 juin prochain, et que Madame von der Leyen n'est plus présidente de la Commission, n'est plus la présidente qui porte le Green Deal pour lequel on avait topé tous ensemble, la Commission, le Parlement et même le Conseil avaient adopté les grandes ambitions, les grands objectifs du Green Deal. Là, on est rentré en campagne électorale, et Madame Ursula von der Leyen n'est plus présidente de la Commission, elle est membre, candidate pour le PPE, et donc elle rassemble ses troupes autour d'elle. Et comme le PPE, lors de son congrès de septembre dernier, a fait de son projet politique le détricotage du Green Deal, avec dans cette logique et volonté de détricoter, je vais pas y arriver, de détricoter le Green Deal, de l'agriculture, le sujet central de ce détricotage du Green Deal, eh bien, toutes les mesures qui parlent d'agriculture sont battues en brèche par le PPE, où siègent en France les Républicains, faisons de la politique et disons à qui on a affaire. Et donc, c'est l'agriculture qui est la grande victime de cette campagne électorale qui vise à sortir du Green Deal. Et donc, on l'a vu sur la loi sur la restauration de la nature, où même si la loi a été votée au final, elle est complètement vidée de sa substance sur la question agricole.
On l'a vu sur le vote au Parlement européen de cette réglementation sur l'utilisation des pesticides qui a été repoussée par le Parlement européen sous l'impulsion du PPE. Et malgré tout, la Commission pouvait continuer d'avancer avec le Conseil pour malgré tout faire sortir cette réglementation. Donc depuis hier, on sait que ça n'est plus la volonté de Madame von der Leyen. Et on a un autre événement qui va dans le même sens, qui est un vote aujourd'hui sur la dérégulation des OGM qui va être voté. Et la stratégie de la commissaire à la santé, qui est Stella Kyriakides, c'était de dire, moi je tiens absolument à ce que la réglementation sur l'utilisation des pesticides soit validée au cours de ce mandat, de cette mandature-là. J'ai dû négocier avec le monde agricole parce que c'est ça aussi la difficulté, c'est que la Commission sur les sujets agricoles ne négocie qu'avec le monde agricole. Donc j'ai négocié avec le monde agricole de réouvrir la réglementation des OGM. C'était une forme de donnant-donnant. Vous réouvrez la réglementation sur les OGM et on vous laisse avancer sur la réglementation sur l'utilisation des pesticides. Moi, je l'avais prévenu, je lui avais dit, je pense qu'on va perdre sur les deux tableaux, et sur les pesticides et sur les OGM. J'aurais aimé me tromper, sauf que dans la même semaine, le mardi, on a Madame Ursula von der Leyen qui renonce à la réglementation sur l'utilisation des pesticides, et le lendemain, le mercredi, un vote qui va probablement déréguler les OGM et qui va faire que vous allez manger des OGM sans même le savoir, puisque cette nouvelle réglementation efface toute traçabilité d'OGM, et donc on ne saura plus si des OGM sont dans nos assiettes ou pas, y compris en agriculture biologique, puisqu'on ne saura plus les tracer, on ne saura plus les identifier, et donc potentiellement ils peuvent venir polluer l'alimentation bio qui, jusque-là, grâce à notre cahier des charges, nous exonérait de la présence d'OGM dans nos aliments. Voilà, donc c'est un agenda politique, c'est effectivement pas satisfaisant. Moi, j'ai une autre opinion du rôle d'un élu, du rôle de l'action politique. Je considère que quand on est élu, on doit servir l'intérêt commun, on doit construire des politiques publiques qui servent l'intérêt commun. Eh bien, on est exactement dans la stratégie inverse. Et pour illustrer ça, un dernier exemple, c'est que sur fond de crise agricole, qu'on évoquait à l'instant, Madame von der Leyen a dit vouloir relancer le dialogue avec les agriculteurs. Quand Madame von der Leyen dit on relance le dialogue avec les agriculteurs, elle parle d'un dialogue avec le COPA et la COGECA, qui est le syndicat, la fédération des syndicats agricoles européens dans lequel siège la FNSEA, mais on n'est pas sur un dialogue avec tous ceux qui sont concernés par la chose agricole. Quand on parle d'agriculture, on parle certes de notre alimentation, mais l'agriculture est un secteur éminemment stratégique qui concerne aussi la question du climat, de la biodiversité, de la santé, on l'évoque dans le colloque ce matin. Et donc, quand on a la volonté d'ouvrir un dialogue, la moindre des choses, c'est de ne pas se contenter d'un dialogue dans la sphère agricolo-agricole, mais de replacer ce débat dans un véritable débat de société. Et ça donnerait sens d'ailleurs aux fameuses initiatives citoyennes européennes dont j'ai parlé tout à l'heure, où il y a une attente sociétale forte, une attente citoyenne forte sur les nouvelles orientations agricoles et qui ne sont pas du tout intégrées dans ce dialogue, alors que, je le rappelle, la politique agricole commune est le premier budget de l'Union européenne, c'est presque 40% de la totalité du budget de l'Union européenne, et donc ça exige, quand un budget est aussi conséquent, ça exige de replacer cette question dans un véritable débat de société, et c'est une des difficultés qui fait qu'on n'avance pas, c'est que quand on parle d'agriculture, on reste confiné dans un débat agricolo-agricole, loin de ce débat de société. Merci Benoît Biteau. Vous restez avec nous pour la table ronde qui débute maintenant. Avec plaisir. Alors, j'appelle à la tribune, si l'on peut dire, Dominique Potier, Benoît Biteau, qui est toujours avec nous, Martin Dermine, Pierre-Michel Pernaut et Fabrizio Botta. Je vais vous poser à tous finalement la même question, c'est à quand une réponse sur la toxicité des pesticides, en tout cas pour ma santé.
Fabrizio Botta rappelait que finalement l'une des premières publications sur le sujet était sortie en 62, je crois, le livre de Rachel Carson, Le Printemps silencieux, alors qui faisait état d'un impact sanitaire terrible sur certaines espèces d'oiseaux dans une certaine région des États-Unis. Le DDT fragilisait la coquille des œufs, si ma mémoire est bonne, et donc réduisait les populations d'oiseaux. Dominique Potier, est-ce que votre rapport, qu'est-ce que votre dernier rapport, plus exactement, nous dit sur la toxicité pour notre santé des pesticides qui sont dans l'air ambiant? Le rapport, encore une fois, je pense que nous n'en sortirons que par la voie de la science et de la démocratie. Tous les intervenants ont rappelé ces principes-là. Je crois que c'était un chorus ce matin. Et au moment où les agences scientifiques, certains dans la société civile, demandent leur mise sous tutelle politique, ce qui signifie concrètement leur mise sous influence de la puissance économique, nous devons rappeler l'importance dans une démocratie de l'autonomie de la décision scientifique. Je crois qu'après la crise que nous avons traversée, la crise sanitaire du Covid, et face à toutes les crises sanitaires qui pourraient être accélérées par le dérèglement climatique, il est fondamental de rappeler que nous ne traverserons pas ces crises, que nous ne pourrons pas les atténuer ou les réparer sans avoir une science qui se déploie pleinement. Donc moi j'appelle à une consolidation, un déploiement de la science et une capacité sur tous les sujets. C'est vrai des pesticides dans l'air, mais c'est vrai de la protection de notre ressource en eau, du partage de la terre, à ce qu'un dialogue s'engage sur des fondements démocratiques. Quel est l'intérêt général et comment, dans la diversité de nos inspirations philosophiques, politiques, de nos positionnements socio-économiques, nous sommes capables de trouver des chemins de réconciliation. Je le dis fortement, parce que si c'est fondamental dans le moment. S'il y a une bascule en France qui est esquissée, moi j'ai été profondément désespéré par à la fois les revendications qui étaient portées, arrêt total du plan Écophyto, mise sous tutelle de l'Agence de sécurité sanitaire, et des réponses gouvernementales au sommet qui sont pour le moins ambiguës. Au contraire, on devrait réaffirmer très fortement, consolider nos institutions européennes et françaises dans ce moment. Elles sont notre principale richesse pour traverser les épreuves qui sont devant nous. Alors je me suis permis ce préambule pour rappeler les choses, et ça vaut pour tout le monde, pas seulement pour les lobbies économiques qui veulent libéraliser le marché, continuer à produire comme si de rien n'était, mais ça vaut aussi pour certains courants de protestation écologistes, que je connais très bien, que je côtoie en permanence, qui contestent les mêmes institutions quand les conclusions ne leur conviennent pas. Donc, à un moment donné, on ne peut pas avoir un rapport à la science qui soit à la carte ou ambivalent. Moi, j'ai choisi quelque chose, et je vous invite à choisir la même chose, c'est la science, toute la science. Une science critique, une science enrichie, une déontologie scientifique renforcée, mais vraiment la science. Et puis, sur ces bases scientifiques, un débat démocratique. Et je fais cette longue introduction pour arriver à une conclusion très simple. C'est que, par honnêteté intellectuelle, moi, je peux avoir un pressentiment qu'il y a un enjeu de santé publique lié aux pesticides dans l'air. Il n'est pas complètement infondé quand non seulement le prosulfogarbe touche telle ou telle production de pommes, mais qui concerne, c'est dans ma région, des cultures de sarrasin qui sont parfois à plusieurs kilomètres et qui sont déclassées économiquement, mais qui nous indiquent simplement que le déplacement sur plusieurs kilomètres, 5-10 kilomètres, nous dit quelque chose de la volatilité, etc. Bon. Alors, mais si je reste dans la rigueur, ça c'est un pressentiment, et je le garde quasiment pour moi, je le partage comme une intuition. Mais je ne mettrai jamais aucune pression sur quiconque tant qu'on n'aura pas répondu à la suggestion que nous fait l'ANSES, l'ATMO et toutes les organisations scientifiques que nous avons reçues dans le cadre de la commission d'enquête. C'est au-delà d'une surveillance méthodique du territoire national qui doit produire une science réglementaire de surveillance de l'air, nous devons engager des études de toxicologie pour étudier le lien entre l'inhalation des pesticides et les questions de santé publique. Voilà, c'est de la recherche, de la science et du réglementaire. C'est la réponse à la question que vous posez. Sinon, je serais hors champ de la discipline que nous nous sommes donnée. Sans jeu de mots. Qui dit organisation d'un grand débat démocratique dit que toutes les parties prenantes doivent avoir un minimum
le vernis culturel, on va dire, minimum de base. Est-ce qu'aujourd'hui, cette condition vous semble être acquise? Est-ce que, on en parlait hier vis-à-vis d'autres polluants atmosphériques. Est-ce qu'aujourd'hui, les citoyens seraient capables, selon vous, de débattre sereinement, comme l'a fait la Convention citoyenne sur le climat, sur cette question-là? Moi, j'en suis absolument convaincu. L'expérience des conventions citoyennes sur le climat, je ne parle pas des traductions qui ont été faites, c'est autre chose, mais ont montré qu'à partir du moment où les citoyens sont formés, éduqués, ils sont capables, avec une base éthique partagée, des règles claires, de chercher des voies de conciliation et de sortie des crises qui sont devant nous. Moi, comme démocrate, j'en suis profondément convaincu. Et je crois au dialogue, y compris transpartisan sur ce sujet. Et j'appelle à un consensus sur ce sujet, que les citoyens soient capables de monter en puissance. J'ai une espérance et une inquiétude. L'inquiétude, c'est sur les questions agricoles et de normes environnementales, la démagogie crasse qui a été véhiculée pendant un mois sur une certaine télévision d'information continue, qui était un abêtissement programmé du discernement, de la réflexion, etc., qui a abaissé le débat démocratique. Donc, pour être très clair, les médias Bolloré, je ne vais pas tricher, on n'est pas ici, on n'est pas dans les bisounours, ces machins et tout, il faut nommer les choses, sont un travail d'abêtissement et qui me paraît contraire à une certaine idée de la démocratie que nous partageons, je crois, ici. Donc ça, c'est une grande inquiétude. Une espérance, elle paraît microscopique, mais je la partage. Je partage comme Benoît, je n'ai pas les mêmes chiffres que lui sur les résultats éco-phyto, revenus, productivité. On est plutôt à un quart sur la grande masse des expérimentations éco-phyto et tout. Mais je partage son espérance qu'il y a des démarches à la base. Mais sur votre question de la démocratie et de la science, l'INRAE, le Muséum d'histoire naturelle, ça a commencé à Marseille, ça se déploie à Nancy, et je pense que ça passe par Toulouse. C'est ce qu'on appelle tous chercheurs. C'est une démarche tout à fait originale qui fait que des citoyens, y compris les plus marginalisés, les plus en périphérie sociale et territoriale, sont capables de s'approprier une problématique scientifique, de la poser, de la problématiser et de participer à la recherche de sa résolution. Et ça, c'est nouveau versant de l'éducation, et notamment de l'éducation populaire, dans l'apprentissage de la science, me paraît être une des voies explorées pour consolider notre démocratie. Revenons au Parlement européen. Dominique Biteau, vous êtes toujours avec nous? Oui, yes. Je suis là. Pour rebondir sur ce que disait Dominique Potier à l'instant, est-ce qu'il vous semble être possible aujourd'hui, alors peut-être pas avec le Parlement tel qu'il est aujourd'hui, mais avec celui qu'esquissent en tout cas les sondages d'aujourd'hui, est-ce que ça vous semble envisageable d'avoir une démarche transpartisane sur les pesticides dans le prochain Parlement ou pas? Moi je suis un optimiste maladif, donc moi je crois toujours que de la discussion peut sortir des orientations intéressantes. Je vais insister encore, mais si ces initiatives citoyennes européennes dont j'ai parlé, qui sont des pétitions à caractère officiel, sont l'illustration qu'au-delà de la configuration politique de l'hémicycle au Parlement européen, la société civile peut continuer de jouer un rôle déterminant dans les orientations des politiques publiques qu'on pourrait savoir prendre. Et donc, moi, je pense que les citoyens peuvent, en tout cas à l'échelon européen, manifester des attentes qui peuvent apparaître dans l'évolution des réglementations. Moi, j'ai eu le plaisir et l'honneur, je considère, de présider la restitution et l'audition de porteurs de 2 initiatives citoyennes européennes à l'échelon européen. Ce qui ressort, et ça rejoint complètement ce que disait Dominique, ce qui ressort de ces auditions de citoyens qui portent à connaissance des inquiétudes, mais aussi des solutions, c'est la compilation d'études scientifiques absolument remarquables qui viennent du monde entier et qui font la démonstration que des voies sont possibles, d'autres voies sont possibles, et j'insiste là-dessus, allument véritablement des cercles vertueux sur les sujets pour lesquels on a rendez-vous avec l'histoire, que sont le climat, la biodiversité et la santé. Sur la consultation des citoyens, et ça c'est fondamental aussi, à l'occasion de la dernière mouture de la politique agricole commune, la Commission nationale du débat public a engagé une consultation citoyenne. Le débat s'appelait Impactons. Vous vous rappelez tous que Madame Karine Le Marchand était marraine de ce débat. Et parce qu'elle était marraine de ce débat, il y a eu une forme d'engouement citoyen pour contribuer
à ce débat sur l'évolution de la future PAC. Et en vérité, il y a 1 600 000 contributions qui ont été recensées dans le cadre de ce débat Impactons. Et quand je regarde ce qui s'est passé le mois dernier avec la crise des agriculteurs et que je confronte les difficultés que rencontrent les agriculteurs, qui a justifié la sortie de leur ferme pour aller sur les bords des routes, voire bloquer les routes, je trouve dans les 1500 propositions de ce débat Impactons, de cette consultation, des solutions, des réponses qui pourraient permettre aux agriculteurs de sortir de la mauvaise ornière dans laquelle ils sont enlisés et de réconcilier, je le disais tout à l'heure, de réconcilier l'agriculture et la nature, de réconcilier les agriculteurs et le reste de la société. Donc en vérité, on a des réponses, on a des solutions, on a des axes qui sont déjà tracés, on dispose de la matière nécessaire à la fois dans les attentes sociétales, mais aussi dans le background scientifique dont on dispose pour faire évoluer les politiques publiques et faire évoluer à la fois les agriculteurs et les pratiques agricoles pour qu'elles soient plus conformes aux grands sujets pour lesquels on a rendez-vous avec l'histoire, mais aussi réconcilier l'agriculture et le reste du monde. Donc moi, je suis d'un naturel optimisme et bien sûr que c'est plus facile quand les forces politiques en présence sont toutes tournées vers ces mêmes ambitions qui servent l'intérêt commun. Mais même quand il y a de l'adversité politique, il faut continuer d'espérer en la mobilisation citoyenne. Et ce n'est pas uniquement des manifestations, c'est aussi utiliser les cadres réglementaires qui sont à notre disposition, comme ces initiatives citoyennes européennes à l'échelon de l'Europe. Merci Benoît Biteau. Martin Dermine, vous dirigez une association qui s'appelle Pan Europe. Est-ce que vous pourriez nous la présenter en 30 secondes et tenter de répondre à la question qui vous est posée à tous? Est-ce que c'est dangereux de respirer des pesticides? Merci, bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Donc Pan Europe, c'est l'acronyme anglais de Pesticide Action Network Europe, donc le réseau européen d'action sur les pesticides. Nous sommes basés à Bruxelles et nous avons des membres dans tous les pays de l'Union européenne. En France, notre membre est Génération Future. Nous œuvrons à faire interdire au niveau européen les pesticides les plus toxiques et aussi à faire changer les pratiques agricoles. Donc hier, grosse déception, comme M. Biteau l'indiquait, avec le retrait par la présidente de la Commission européenne de la proposition pour un nouveau règlement sur l'utilisation durable des pesticides, avec l'objectif de réduire de 50% les pesticides d'ici à 2030, et également avec l'objectif de mettre en place un cadre qui assez strict, mais qui impose les changements de pratique pour que les pesticides de synthèse soient utilisés en dernier recours et pas sur base de calendrier comme ça se voit régulièrement ou comme assurance économique comme on voit dans beaucoup d'exploitations. Alors on a parlé des manifestations des agriculteurs, c'est vrai qu'elles sont à la base de toute une série de réactions du monde politique. Alors on comprend les réactions des agriculteurs qui sont légitimes, ils ne maîtrisent pas les coûts de leurs intrants, ils ne maîtrisent pas non plus les prix de vente de leur production et donc ils sont sous pression de l'agro-industrie et d'une agriculture extrêmement spécialisée. Par contre, on est effaré de la réponse simpliste et inacceptable des pouvoirs publics qui est directement de réduire, de mettre sur pause ou réduire ou postposer les législations qui visent à réduire l'utilisation de pesticides et améliorer l'environnement, sachant qu'il y a de plus en plus de données sur l'impact négatif de notre modèle agricole dominant sur la santé et l'environnement. Et même de s'asseoir sur des décisions de justice récentes. Tout à fait. De nombreux pays continuent à fournir des dérogations pour des pesticides interdits et autres. Alors, je pense que c'est très dangereux parce que, comme le disait M. Biteau, il y a tous les signaux démocratiques montrent qu'une vaste majorité des citoyens sont pour un phasing out, donc une transition vers une agriculture sans pesticides de synthèse, vers l'agroécologie. On a les connaissances scientifiques, agronomiques qui nous permettent d'aller vers cela.
Mais le monde politique actuellement est toujours fortement sous pression de l'agribusiness. Et on observe que, M. Bito parlait des initiatives citoyennes européennes, mais il y a de nombreuses pétitions, des sondages Ipsos qui mettent en évidence que plus de 80% des Européens dans différents pays, et y inclut la France, veulent arriver à une agriculture sans pesticides de synthèse. Et donc, d'un point de vue démocratique, on a un problème, et également le fait que 58 milliards d'euros, donc plus d'un tiers du budget de l'Union européenne, va soutenir un modèle d'agriculture qui est contraire à ce que demande la population. D'un point de vue démocratique, c'est une bombe à retardement pour le futur. Et maintenant, pour parler de l'exposition via l'air, via inhalation des pesticides, il y a une très grosse carence au niveau de l'évaluation des risques. Monsieur Botta l'a expliqué, et alors la France, je pense que les Français peuvent être fiers de toutes les données qui sont produites en France. C'est vraiment le seul pays qui a un monitoring sur la longue durée de l'exposition aux pesticides, enfin de la présence de pesticides dans l'air. On a beaucoup de données. On sait qu'il y a une exposition chronique de la population. Dans certains cas, on retrouve de fortes concentrations des substances actives de pesticides dans l'air, mais on n'a toujours pas d'évaluation des risques sérieuse. Actuellement, l'EFSA considère qu'après pulvérisation, il n'y a une exposition que de 24 heures des riverains et des agriculteurs aux pesticides pulvérisés, alors que l'évaporation, la présence de pesticides dans l'air, elle est constante. Et là, clairement, il y a un manque d'évaluation qui est inacceptable, et il faut absolument progresser là-dedans. Il y a aussi un manque d'évaluation au niveau des coformulants. On parle toujours des pesticides, des substances actives. Donc dans votre bidon de Roundup, on a le glyphosate, mais il y a également toute une série de coformulants dont le but est d'augmenter la toxicité du glyphosate sur les plantes. Mais ces coformulants sont également extrêmement toxiques sur notre santé. Et là, c'est vraiment la zone grise. On a très peu d'informations sur la toxicité humaine des coformulants. Très souvent, ceux-ci sont très volatiles. On a plein d'histoires d'agriculteurs qui disent bah oui, quand je fais mon mélange dans mon pulvérisateur, je me mets à avoir des écoulements, enfin des saignements nasaux, etc. Les riverains qui se plaignent qu'ils ont le nez qui pique, les yeux qui piquent quand il y a une pulvérisation dans leur environnement. Mais ça, c'est fortement dû aux coformulants. Et là, il n'y a pas de monitoring de la présence de coformulants dans l'air, de l'exposition des riverains aux coformulants, et encore moins de l'exposition par inhalation. Voilà, on sait que les communautés d'agriculteurs sont plus susceptibles de développer un certain nombre de pathologies, la maladie de Parkinson, certains cancers hormonodépendants, les lymphomes non-Hodgkiniens, etc., cancer de la prostate, tout à fait. Donc on sait que l'évaluation des risques est insuffisante, et l'exposition par inhalation, clairement, est une exposition très importante pour les utilisateurs de pesticides. Donc, vu la quantité de données à notre disposition, il est vraiment grand temps qu'on mette en place une évaluation et une régulation beaucoup plus stricte. Et donc, pour finir, je voulais également parler des cocktails de pesticides. On évalue toujours substance par substance. Ça, à l'heure actuelle, il y a énormément de données également qui montrent que l'exposition à des cocktails multiplie parfois par plus de 1000 la toxicité aux pesticides. Et là également, il est grand temps que le monde politique accepte de prendre des mesures de protection beaucoup plus strictes qui auront un impact sur l'agriculture, qui vont limiter fortement la possibilité d'utiliser les pesticides. Mais ça permettra également la prise en compte des alternatives aux pesticides. Merci beaucoup. Vous mettez en lumière le rôle des coformulants. Il y en a une infinité. Est-ce qu'on les connaît tous? Est-ce qu'on connaît leurs effets toxiques, en tout cas tout seul? Ou est-ce que là aussi, il y a un nouveau champ à creuser? Alors là, c'est vraiment un champ d'investigation quasiment vierge. Donc, il y a environ 500 substances actives autorisées dans l'Union européenne, donc les pesticides, comme par exemple le glyphosate. Et on pense qu'il y a, on n'est même pas sûr du chiffre exact, qu'il y a environ 3000 coformulants
utilisés. Beaucoup de ces coformulants sont classés comme cancérigènes CMR, donc cancérigènes mutagènes reprotoxiques de catégorie 2. Et alors, on a dans les bidons des mélanges de différents cancérigènes et on n'a aucune idée de l'impact sur la santé. Et donc, il y a eu un rapport en 2022 de l'EFSA sur les coformulants présents dans les pesticides, et l'EFSA reconnaît que pour la moitié des coformulants qu'elle a étudiés, il n'y a aucune étude de toxicité, ne serait-ce que sur l'homme. Après, la partie environnementale, ça on n'en parle même pas, mais on ne sait pas, alors que souvent ce sont des dérivés du pétrole qui sont particulièrement toxiques, mais on n'a aucune donnée. Pierre-Michel Perrineau, vous êtes médecin généraliste, vous dirigez aussi l'association Alerte Médecins Pesticides, donc vous êtes là chez vous. Vous êtes parti du terrain, des données que vous avez pu récupérer, collecter, analyser. Alors, comment voyez-vous la problématique toxicité des pesticides de votre point de vue? Alors, d'abord, merci pour l'invitation. Notre association, pour faire court, elle est née du hiatus qui nous semblait exister entre les données scientifiques et le peu de prise en compte de ces données par les médecins. Il nous semblait que quand même il y avait quelque chose à relever. Et pour faire très court, on pense que les deux premières victimes des pesticides sont la biodiversité et les professionnels. On dit toujours les professionnels, mais non, ce sont les deux. Je partage, donc je ne vais pas les répéter, je partage, et nous faisons partie de la coalition Secret Toxique, donc je partage pleinement tout ce que vient de dire Martin sur la question des coformulants. Et ce que nous avons voulu faire quand on a été interpellé par des riverains, on n'a pas fait nos analyses, on n'a pas les moyens de faire des analyses, on est des médecins de terrain. On a fait de la compilation bibliographique, on a regardé ce qui se passait dans la littérature, on a essayé de comprendre s'il y avait une menace, un risque pour les populations riveraines. Voilà, c'est comme ça qu'on a procédé, c'est comme ça qu'on procède toujours. Et pour répondre à la question qui était aujourd'hui, est-ce que les pesticides que je respire ont un impact sur la santé, j'ai fait la même chose. Et je me suis attardé sur l'expertise INSERM 2021. Et j'ai regardé, alors, d'abord, il y a des données sur les professionnels qui n'existaient pas en 2013. On sait maintenant que, grâce à l'INSERM, qu'il y a un niveau de présomption forte pour la BPCO et l'asthme, chez les niveaux de prévention plus moyens pour l'asthme, chez les pros, alors que c'était... Alors, il est vrai que pour les professionnels, la voie royale d'exposition, c'est l'exposition cutanée. Ceci étant, c'était pas forcément une bonne idée de peut-être négliger les études sur l'inhalation. Et je rappelle que dans les dossiers de mise sur le marché, il n'y a aucune étude sur l'inhalation. Les rats sont gavés, on ne procède pas à d'autres études. Donc chez les pros, on a quand même, quand on se met à chercher, on trouve. Et pour la population générale, j'ai regardé dans l'expertise, je n'ai relevé que lorsque explicitement la notion de riverain, de population riveraine, était précisée dans l'étude et dans la synthèse de l'INSERM. Et on retrouve chez les enfants exposés essentiellement en période prénatale un lien de niveau de preuve moyen avec les troubles du neurodéveloppement. Ce niveau de preuve devient fort quand c'est une exposition aux organophosphorés qui disparaissent et qui sont remplacés par les pyrétrinoïdes, pour lesquels il existe exactement le même lien de présomption forte. Il y a des liens également avec les troubles du spectre autistique. Et puis, une deuxième catégorie de pathologies émerge, ce sont les cancers. Ils avaient émergé dans la première expertise INSERM uniquement lors d'un usage domestique. C'est-à-dire que le simple usage de pchit et d'anti-moustiques dans nos maisons entraîne des conséquences, et notamment en termes de leucémie et de tumeur cérébrale chez l'enfant, avec là aussi un niveau de preuve fort, estimé par l'INSERM dès 2013. En 2021, ce lien est confirmé, et en post-expertise INSERM a été publiée une étude importante, qui est l'étude GeoCap Agri,
Geocap Agri, pour faire très court, elle fait suite à une interpellation que l'on avait faite de la Direction générale de la santé suite à un cluster de cancer dans la petite ville de Prégnac, qui est une petite ville qui est en milieu viticole. On avait estimé que toutes les précautions n'étaient pas prises et qu'on avait les moyens de répondre à la question est-ce que l'ambiance viticole est susceptible d'impacter les enfants en termes de cancer. On pensait qu'on avait les moyens de répondre à cette question, tout simplement parce qu'il y a un registre national des cancers de l'enfant. Et comme l'a dit Mme Lepage hier, il n'y a malheureusement pas de registre national des cancers de l'adulte. Donc dans cette histoire, le registre national des cancers de l'enfant a permis de montrer que dans un rayon d'1 kilomètre autour du domicile de l'enfant, chaque augmentation de la densité de vigne de 10% entraîne une augmentation du risque de leucémie de l'enfant de l'ordre de 5 à 10% également. Quelques mois plus tard sont sortis le deuxième volet de l'étude Geocap qui porte sur les tumeurs neuro-embryonnaires de l'enfant, toujours dans les régions viticoles, et on a à peu près exactement le même résultat, il est peut-être même un tout petit peu plus fort. Donc, ça interpelle quand même, puisque l'étude Geocap est bien faite, puisqu'elle permet de vérifier s'il y a d'autres facteurs qui peuvent expliquer l'augmentation des cancers de l'enfant. Or, a priori, les différents biais ont été éliminés. Donc, comment sont contaminés les enfants, si ce n'est par une exposition très particulière et qui est probablement par voie aérienne prédominante? C'est pas sûr, on n'a pas la certitude absolue, mais bon, c'est quand même un élément de suspicion extrêmement fort. Chez l'adulte, chez les riverains, il y a également des démonstrations faites par l'INSERM en termes de méningiome et en termes de troubles cognitifs. Et puis d'autres pathologies pour lesquelles le niveau de preuve est plus faible, comme l'hypothyroïdie, comme le Parkinson, qu'on retrouve aussi chez les pros. Et une troisième pathologie qui m'échappe sur l'instant, mais j'espère que vous me pardonnerez. Peut-être Non, curieusement, les lymphomes n'ont pas. Mais attendez, j'ai oublié de vous dire le principal, c'est qu'en fait, on n'a pas de recul. Dans l'expertise 2013, il n'y avait aucune donnée sur les riverains, aucune. Donc toute cette recherche est relativement récente, et qu'il n'y ait pas les lymphomes, par exemple, ne signifie pas, ni qu'ils y seront, mais qui n'y seront pas non plus, puisqu'il n'y a pas forcément le corpus d'études. Est-ce que les médecins généralistes, vos confrères, sont formés, informés, sensibilisés à ces pathologies et aux liens qu'il peut y avoir entre les phytosanitaires et le développement de certaines maladies, ou là aussi, ça reste, c'est une éducation à faire? Ça, c'est un gros échec de notre association, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à impacter ni la formation initiale ni la formation continue, malgré un certain nombre d'efforts. Non, je crois qu'on n'a pas cette culture, on a une culture du soin, et on n'a pas du tout, comme c'est Robert Barocchi qui le signalait hier, on n'a pas du tout cette culture de la prévention. Ou alors elle se limite à quelques chapitres qui sont certes indispensables, le tabac, etc., oui, l'activité physique, mais on n'a pas la culture de la prévention. Fabrizio Botta, je sais bien que l'étude Pestirive n'est pas encore publiée, loin s'en faut. Néanmoins, est-ce que vous pouvez apporter quelques éléments Ça marche. Il faut juste parler dedans. Ok, très bien. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à la question est-ce que les pesticides que nous respirons forcément, est-ce qu'ils ont un effet sanitaire réel ou est-ce que pour l'instant, la science ne peut rien nous dire là-dessus? Alors, il y a deux questions séparées, disons. La première, par rapport à Pestirive, c'est une étude d'exposition. Il n'y aura pas d'évaluation du risque. Comme j'ai cité, il y a plusieurs objectifs, dont le principal, c'est de voir déjà si les populations riveraines sont surexposées par rapport aux populations vivant loin des zones viticoles. Et puis, ça nous permettra de voir effectivement ces fameux effets distance. Donc, il est de plus en plus discuté avec les EDNT, avec les études que Génération Future a publiées récemment. Là, ça sera la première fois qu'on aura une étude d'une telle ampleur avec plusieurs sites entre 30 et 70 mètres. Et donc, on pourra avoir ce type d'informations. C'est vrai que c'est limité à la vigne.
on en est conscient. Enfin, c'est un gros utilisateur. Donc. Tout à fait. La vigne a été aussi choisie pour plusieurs raisons, parce que c'est une des zones viticoles où les indices d'IFT sont de traitement de phyto, c'est les plus forts. Et après, pour une autre raison aussi, parce que la configuration des vignobles en France fait que c'est souvent imbriqué autour de villages et de villes. Ça fait que donc la population exposée est supérieure à des zones de grande culture où vous avez des zones entières pas très peuplées, etc. Il y a même des vignes qui rentrent dans certains villages. Oui, tout à fait. Et donc ça, c'est la première raison. Bien rappeler qu'il ne faut pas s'attendre à avoir une évaluation de risque à la sortie de Pestirive. Pour ce qui concerne la question plutôt des VTR, comme j'expliquais avant, il y a une avancée dans le cadre du prépa, une demande officielle du ministère à l'ANSES d'étudier la faisabilité d'établir ces VTR. Donc c'est sous l'impulsion justement, dommage qu'il fallait de l'association de Corinne Lepage aussi, qui avait mobilisé les ministères en demandant, même sur une liste réduite de substances, elle faisait une liste de 7-8 substances les plus retrouvées dans l'air. C'était le critère principal qui avait conduit à cette priorisation d'établir des VTR. Justement, le ministère utilise plutôt le terme étudier la faisabilité de l'établir, parce qu'il y a toutes les limites qu'ils ont évoquées les autres participants, la disponibilité de ces études par voie d'inhalation, parce que les études déjà demandées dans le cadre de l'homologation des substances actives et des produits sont essentiellement par voie orale, pour différentes raisons, on ne rentre pas dans ce détail, et donc il faudra d'abord voir si déjà dans la littérature scientifique publique, dans la littérature aussi grise, des rapports qui n'ont pas forcément fait l'objet d'une évaluation par les pairs, ils ne sont pas sur des publications peut-être de rang A, mais dans des rapports des principaux organismes scientifiques français et européens, s'il y a des études qui puissent permettre de construire ces valeurs. Donc là, c'est quelque chose que peut-être en 2025, les travaux devraient démarrer en 2024 et peut-être en 2025-2026, on pourrait arriver déjà avec quelques premières réponses sur un pool réduit de substances à voir. Ça, il faudra qu'on en discute avec nos partenaires aussi, les ASCA et les SQA. Enfin, le processus que vous nous décrivez semble dire que les VTR ne seront publiés que dans un certain nombre d'années. Malheureusement, il faut être objectif sur ça et ne pas créer aussi de faux espoirs. Il est urgent d'attendre. Je vous propose d'ouvrir la séance de questions-réponses de cette première table ronde. Nous avons déjà une première question au deuxième rang. Madame, je vous en prie, une seconde ici. Voilà. N'oubliez pas de vous présenter. Oui, Anne Laborie, déléguée générale de la fédération Atmo France, dans la fédération qui rassemble les ASCA, associations agréées de surveillance de la qualité de l'air. Fabrizio Botta a souligné l'implication des ASCA dans la surveillance des pesticides depuis 2001, donc depuis plus de 20 ans. Et il a aussi souligné que les travaux ont abouti à une surveillance soutenue par l'État qui s'appuie sur un site par région, c'est-à-dire 18 sites en France depuis 2021. Le reste de la surveillance des pesticides dans l'air est aujourd'hui pris en charge par les ASCA qui ont du mal à le pérenniser, faute de moyens. Donc, l'ensemble des intervenants a souligné l'importance de données de référence, de mesures de résidus de pesticides dans l'air. Encore faut-il se donner les moyens pour les produire. Voilà, c'est ma première question. Une remarque et une petite alerte sur le sujet de la surveillance des pesticides dans l'air. Et un deuxième point, les ASCA appellent depuis pas mal de temps à la mise en place de ces VTR qui viennent d'être évoqués. Et on ne peut qu'être déçu du temps que prend l'établissement de ce type de valeurs de référence qui sont absolument nécessaires pour les études sanitaires relatives aux pesticides dans l'air. Qui veut répondre à Madame Laborie ?
Moi, je peux juste dire que ces données sont fondamentales pour la phytopharmacovigilance, pour analyser des signaux, comme j'ai montré dans la dernière diapo. On n'aurait jamais pu mettre en place de mesures de gestion sur le sulfocarbe si on n'avait pas eu les données de contamination dans l'air, A. Et B, en parallèle de la surveillance pérenne qui est plutôt financée par le ministère, la phytopharmacovigilance, l'ANSES dispose d'un budget pour les études, ce qui a permis de financer aux ASCA et aux SSQA la campagne CNEP et de financer l'étude Pestirive. Et bien évidemment, pour faire le lien avec l'intervention de M. Perrineau, l'étude Geocap Agri a été financée aussi par la phytopharmacovigilance. Donc, pour ce qui concerne les études ponctuelles, malheureusement pas pour la surveillance pérenne, la phytopharmacovigilance joue aussi un jeu quand c'est possible. Vous voulez intervenir, monsieur ? Juste en complément, vous avez quasiment tout dit, mais la phytopharmacovigilance post-mise sur le marché des produits, c'est vraiment une innovation française. Et elle est financée par un prélèvement sur la vente des produits. Je me rappelle avoir porté l'amendement dans une note budgétaire il y a maintenant une dizaine d'années, et ça produit des résultats importants. La proposition de la commission d'enquête, c'est d'être dans une logique, je crois, qui est complémentaire et qui rejoint tout ce qu'on porte ici. C'est une phytopharmacovigilance, une phytoépidémio-vigilance, qui permet de croiser les données de surveillance épidémiologique avec la surveillance des substances et des produits, etc. Et en l'enrichissant bien sûr du croisement, vous l'avez très bien dit, de l'effet des coformulants et des effets cocktails qui sont la grande révélation de l'étude de l'INSERM. Donc tout ça converge, et pour vous répondre, oui, 3 millions d'euros investis en la matière, c'est ce qui est demandé par l'ATMO, on a repris ça dans la commission d'enquête, c'est 5% de votre budget, c'est très peu, et ça peut permettre de prévenir, de renseigner et de documenter des politiques de réglementaires et donc de prévention dont les bénéfices sont sans commune mesure avec le coût de la prévention. N'oubliez pas de bien parler dans le micro. Pardon. Je veux bien faire juste un petit complément. Ces études sont... Établir des VTR, c'est long. Établir des études fiables, c'est long. Quand on avait interpellé la DGS, c'était en 2016-2017 et qu'on avait, à la suite d'un tour de table avec l'INSERM, décidé de ces études. Les résultats de Pestirive, ça va être 2025. Enfin, vous voyez que tout ça, c'est très long. Et donc ma question, moi, elle est très simple, c'est est-ce qu'on n'en sait pas assez pour appliquer le principe de précaution en attendant ? C'est-à-dire que je ne dis pas qu'il faut repousser les cultures à 1 kilomètre des villages, ce n'est pas du tout ça. Mais je veux dire, il y a certainement un certain nombre de mesures qu'on peut prendre en attendant, en les appuyant justement sur le principe de précaution en fonction des éléments que l'on a partagés jusqu'ici. Notamment la protection des écoles, c'est une des propositions qu'on avait fait au ministère de la Santé pour contourner le fait que c'est le ministère de l'Agriculture qui a fixé des distances absolument ridicules de 5 mètres et 10 mètres, et qu'en plus on peut abaisser en cas de signature de charte. Enfin bon. J'avais juste une question à poser à la salle, après je vous laisse poser vos questions. Y a-t-il un agriculteur, une agricultrice dans la salle ? À part M. Potier. J'ai levé la main, je suis aussi agriculteur. Et M. Biteau, pardon, autant pour moi. Comme je ne vous vois plus à l'écran. Je voulais Oui. réagir aussi à cette question qui a été posée sur la connaissance. Pour prendre des bonnes décisions, quand on est législateur, la connaissance est nécessaire. Sur les analyses d'air, c'est déterminant. Encore faut-il que le champ d'investigation soit suffisamment vaste. On a parlé des coformulants, c'est quand même un champ qui est encore trop peu exploré. Et M. Perrineau m'a devancé, mais quand aujourd'hui on a autant de convergences d'informations qui sont inquiétantes, le principe de précaution devrait être convoqué. C'est quand même un principe dont on dispose à la fois à l'échelon national et à l'échelon européen, dans nos constitutions. Et moi, je trouve qu'il serait urgent quand même de les convoquer, et je suis d'autant plus à l'aise pour le proposer, et je prends cette fois ma casquette de paysan, c'est que aujourd'hui, on sait produire
avec efficacité sans avoir recours aux pesticides. C'est de plus en plus documenté, et y compris quand on fait des zones de non-traitement, il n'est pas question d'arrêter l'agriculture sur ces zones de non-traitement, il est question de pratiquer une autre agriculture qui n'utilise pas de substances de synthèse qui sont impactantes sur la santé des riverains et sur la biodiversité. Donc, y compris quand on parle de zone de non-traitement, ça veut dire zone de non-traitement, ça ne veut pas dire zone de non-agriculture. Ça veut dire que sur ces zones de non-traitement, on peut essayer peut-être de pratiquer une agriculture qui protège davantage les riverains. Mais voilà, je tenais à préciser cet élément-là. On dispose dans nos constitutions européennes et nationales de ce principe de précaution, et quand on a autant de données qui montrent que les alternatives sont possibles sans pesticides, il est urgent de le convoquer. Merci Benoît Biteau. Alors, des questions au fond de la salle. Alors, monsieur, puis monsieur. Là. Bonjour, monsieur Yahya Abderrazak de l'IGER. Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. Donc, c'est l'une des premières ASCA qui est surveillée, qui a commencé la surveillance des pesticides dans l'air. Donc, je suis complètement d'accord sur le principe de précaution, surtout qu'il est dans le Code de l'environnement. Et si on doit attendre les VTR, sachant que les pesticides, c'est pas comme les autres polluants. Autrement dit, on peut aller chercher les VTR, mais une fois que la molécule est retirée du marché, qu'est-ce qu'on en fait de cette donnée-là? Ça veut dire que si on va attendre des années pour avoir les VTR, pour pouvoir donner une réglementation, et la molécule est retirée du marché, on recommence de zéro. Nous, c'est ce qu'on a fait avec la trifluoraline, avec l'atrazine. Donc, c'est des molécules qu'on a bien étudiées, mais été retiré du marché, et toute la connaissance qu'on a accumulée, il est tombé dans l'eau. Ça veut dire derrière, il faut une réglementation qui prend en compte le principe de précaution pour au moins limiter certains dégâts. Autrement dit, on a une réglementation dans l'eau, on va faire mesurer l'ensemble des pesticides qui sont dans l'eau, et on peut faire la même chose dans l'air. Au moins qu'on a quelque chose sur lequel on peut se baser. On peut dire qu'il y en a beaucoup et il n'y en a pas beaucoup. Merci. Une réaction ? Oui, merci. Je partage tout à fait ce que vous dites. En fait, c'est extrêmement important et intéressant d'avoir toutes ces mesures d'exposition par voie aérienne pour les études épidémiologiques, mais le développement des pathologies chroniques se fait sur des dizaines d'années. Et donc, les pouvoirs publics, pour nous, devraient décider déjà d'une liste de pesticides pour lesquels on ne veut pas les retrouver dans l'air pour les riverains. Notamment, on a parlé des zones viticoles. Moi, ça me frappe toujours à quel point c'est un débat très sensible. Évidemment, il y a un lobby industriel derrière très puissant. Mais la viticulture, le passage en bio de la viticulture dans certains pays ou certaines régions, on parlait de la Meurthe-et-Moselle, se fait de façon très, très rapide. Il y a des solutions pour tous les agents pathogènes dans la viticulture. Et donc les pouvoirs publics ici devraient être beaucoup plus proactifs en utilisant le principe de précaution pour protéger la santé des riverains. Mais on voit que c'est toujours un tabou et qu'entre autres, les lanceurs d'alerte se font poursuivre en justice, etc. Et là, il faudrait vraiment que les pouvoirs publics prennent des mesures beaucoup plus strictes, beaucoup plus rapides. Merci. Il y avait une autre question là-bas et après je viens vers vous. Oui, je suis Pascal Verdemander, donc je représente le réseau régional des CPIE, des Centres Permanents d'Initiative pour l'Environnement. J'ai pris la parole hier et je suis très heureux de constater que, après les interventions de M. Potier et Biteau, il est très important de sensibiliser le grand public. Il ne s'agit pas de stigmatiser les personnes qu'on va sensibiliser sur leur propre pollution. Il s'agit aussi de leur faire comprendre les enjeux de façon intelligente. C'est compliqué, on le constate aujourd'hui, on a beaucoup de scientifiques ici, des médecins, et pour le grand public, c'est compliqué de comprendre cette pollution qui est invisible. Bon, elle a une odeur quelquefois quand même, mais elle est invisible. Donc ici, nous sommes particulièrement concernés en plus par la pollution de l'air, par les intrants, parce que l'Occitanie est une des régions les plus agricoles de France.
Alors, je suis content de constater qu'elle est aussi la première région bio de France, mais ce n'est pas suffisant. On a des départements qui ont une réputation internationale en matière de longévité, comme le Gers, mais en fait, quand on gratte un peu, et quand on a préparé le plan régional pour la qualité de l'air, qui est de la compétence du Conseil régional, on a constaté combien il y avait de difficultés à faire entendre la réalité qui est que nous sommes sur de très beaux terroirs, mais des terroirs pollués et des terroirs où la santé du citoyen donc occitan est menacée. Donc je rappelle encore toute l'importance qu'il y a à soutenir tous les organismes de sensibilisation à l'environnement, pas simplement les CPIE, mais tous les organismes qui font de la sensibilisation au plus près du terrain en matière de qualité de l'air. Voilà, je vous remercie. Bien compris. Madame, ici. Là. Il faut descendre un peu. Oui, bonjour. Je suis Annie Mercier, je suis membre des Amis de la Terre Midi-Pyrénées. Je voudrais revenir un peu sur les agences réglementaires, en particulier l'agence réglementaire européenne, le FSA, qui a quand même été accusé, c'est pas les Amis de la Terre qui l'ont accusé, c'est au niveau des médias, de conflit d'intérêts avec les industriels. Alors, je voudrais en particulier revenir sur la controverse pour la réautorisation du glyphosate. Il a été dit que le SAS ne tenait pas compte de 95% des avis scientifiques et se limitait aux évaluations faites par les industriels eux-mêmes, dont on sait qu'elles ne sont quand même pas vraiment très fiables. Donc je voudrais savoir ce que vous en pensez. Je ne pense pas qu'on puisse balayer ça en disant que ce sont les écolos qui critiquent. Il y a eu énormément d'articles publiés dans Le Monde, pertinents, documentés, et on ne peut pas accuser Le Monde d'être une revue écologiste. Merci. Oui, alors effectivement, avec Génération Future, entre autres, on a travaillé sur cette question. Et effectivement, l'EFSA, donc c'est l'Autorité européenne de sécurité des aliments, c'est l'évaluateur du risque qui remet ses avis ensuite à la Commission européenne et aux États membres qui prennent les décisions d'approbation ou non de pesticides. Ils ont mis en place un système il y a plusieurs années de classification des études en fonction de leur pertinence et de leur fiabilité. Ce qu'on a observé, c'est que les études réglementaires industrielles reçoivent systématiquement un très haut niveau de fiabilité parce qu'elles suivent des protocoles qu'elles ont elles-mêmes souvent contribué à écrire il y a 10 ans, il y a 20 ans, et qu'elles ont un label bonne pratique de laboratoire qui fait croire qu'il n'y a jamais de triche et que la qualité des études est très haute. À côté de ça, on a toutes les études universitaires qui sont sur le glyphosate très nombreuses, sur plein d'autres pesticides beaucoup moins nombreuses parce qu'ils sont moins médiatisés, qui elles suivent d'autres protocoles, mais qui sont très souvent très pertinents d'un point de vue scientifique. C'est publié dans des revues évaluées par les pairs. Et là, ces études, il y a toute une série de critères qui, souvent, elles ne les remplissent pas parce que ces études n'ont pas les mêmes moyens, les universités n'ont pas les mêmes moyens que l'industrie. Et donc, ça fait que les autorités publiques, très souvent, ces études vont dire, on les prend en compte, mais elles ont un niveau de fiabilité très faible, qui fait que les résultats de ces études ont beaucoup moins de poids dans la décision finale. Et donc finalement, une étude de l'industrie qui va dans un sens, et si vous en avez 100 des milieux universitaires qui va à l'opposé, et finalement, les agences vont dire non, on donne priorité à l'étude de l'industrie. Et c'est ça qu'on a fortement critiqué, c'est le fait que, premièrement, normalement, l'industrie, quand elle remet un dossier de demande d'autorisation d'un pesticide, elle doit elle-même faire une revue de la littérature scientifique et très souvent, elle est incomplète. Elle ne fournit pas toutes les études de la littérature scientifique et parfois des très bonnes études. Ça, c'est une chose. Et deuxième chose, c'est que cette revue de littérature scientifique, pour nous, en tant qu'ONG, elle est balayée du revers de la main par les agences réglementaires
qui systématiquement vont leur donner beaucoup moins de crédit, alors que ces études sont revues par les pairs. Souvent, statistiquement, elles ont une puissance statistique importante. Et donc ça, c'est une très grosse critique, pas que pour le glyphosate, pour tout le système d'autorisation des pesticides. Merci Martin Dermine. Nous avons une dernière intervention de Benoît Biteau et nous achèverons cette table ronde. Je trouve cette dernière question extrêmement intéressante, c'est pour ça que j'ai levé la main pour tenter d'apporter un éclairage. On a 2 niveaux de difficulté pour répondre à cette question. Le premier niveau de difficulté, c'est que l'Agence sanitaire européenne ne se donne pas les moyens de faire elle-même des évaluations de toxicité des pesticides avant de décider d'une autorisation d'homologation et donc d'une mise en marché. Donc ça, c'est une vraie difficulté. J'ai une anecdote d'ailleurs à vous raconter. On a interpellé avec la coalition secret toxique l'EFSA sur l'évaluation de la toxicité dans la durée du glyphosate, parce qu'on évalue très souvent la toxicité qu'on appelle aiguë, c'est-à-dire à une exposition immédiate, mais l'exposition dans la durée est très peu souvent évaluée, pour ne pas dire jamais. Ou alors donc l'EFSA fait un constat que effectivement ils évaluent pas. Et comme je suis écologiste, le directeur de l'EFSA me dit « Mais monsieur Biteau, vous n'êtes pas sérieux, on ne va pas faire des évaluations dans la durée de l'évaluation du glyphosate parce que ça consommerait beaucoup d'animaux de laboratoire. Vous, écologistes, vous ne pouvez pas cautionner ce genre de choses. » Ce qui m'avait passablement agacé, puisque dans cette réponse, en creux, moi j'entends que nos enfants sont des parfaits animaux de laboratoire. L'autre sujet, c'est qu'effectivement l'EFSA préfère, et ça a été dit par Pan-Europe juste avant moi, préfère les données fournies par les pétitionnaires que par les études indépendantes. Et on a 6 médias en Europe, des médias répartis un peu partout en Europe, dont Le Monde en France, mais c'est des médias du même niveau que Le Monde dans d'autres pays d'Europe, qui ont fait la démonstration que toutes les données dont disposaient les firmes n'étaient pas transmises à l'agence sanitaire. Et donc, on a affaire à ce qu'on peut appeler un pesticide gate sur cette question-là, et donc des autorisations qui sont en plus, au-delà du fait qu'il n'y a pas d'études indépendantes, qui en plus sont biaisées par la rétention d'informations des pétitionnaires qui demandent l'homologation et l'autorisation de mise en marché de leur molécule. Merci Benoît Biteau. Ultime intervention de Dominique Potier en 30 secondes. Oui, trois données. On a évoqué les ZNT. La question de la fabrique des ZNT est extrêmement importante. Qui fixe c'est un dialogue préfet-profession. Il me semble que les collectivités locales, comme représentants des citoyens, sont les grands absents de cette fabrique. Donc un point d'attention sur un point qui va être très important dans les semaines et les mois qui viennent. Ensuite, dire que le règlement sûr, vous me le rappeliez, prévoyait, et c'est également une préconisation de la commission d'enquête, que l'ensemble des pratiques en matière d'épandage soient enregistrées de façon électronique et pérenne afin de fournir une documentation qui va être précieuse sur le plan épidémiologique et sur le plan des impacts sanitaires et environnementaux. L'abandon de la réglementation sûre est dramatique parce que cette espérance que portait le plan Éco-Phyto 2030 d'Elisabeth Borne et qui est remis en cause aujourd'hui, comme le règlement sûr, prévoyait cette collecte de données qui est absolument fondamentale. Pour le reste, sur le croisement des sciences réglementaires et académiques, il ne faut pas être dans la caricature, c'est bien leur croisement qui est intéressant, c'est leur croisement. Et là-dessus, je renvoie à la commission d'enquête parce qu'on a fait un travail extrêmement fouillé sur le sujet. Il y a une 50aine de pages qui redit les enjeux, et c'est bien dans ce croisement de cette science réglementaire et académique que nous trouverons une évolution permanente des cahiers des charges et la capacité notamment à saisir les enjeux de l'exposome qui sont les enjeux de demain, ainsi que les impacts à long terme sur la biodiversité. Merci à vous 5 pour cette table ronde passionnante. Vous avez moins de 10 minutes pour profiter de la pause café ou thé, et je vous donne rendez-vous à 11h.